3, 2, 1... Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien en ce mercredi. Ce mercredi, vous avez l'habitude qui sur ma chaîne YouTube est synonyme des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Là, pas de secret, comme vous l'avez vu sur la miniature, on a continué notre série tier list. Alors après les rookies, les sophomores et les meneurs de jeu, on s'attaque aux arrières. Un gros chantier aussi, vu tous les gros noms qu'on a. Le principe de toute façon, vous le maîtrisez, et si ce n'est pas le cas, je vais le développer juste après. Ne vous inquiétez pas, avec toutes les règles et tous les critères. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Où en sont les shooting guards en NBA au cours de cette saison 2022-2023? Voici mon 4e épisode sur les tier lists, et ça vous commencez à connaître. Après les rookies, les sophomores et les meneurs qu'on a déjà fait cette année, voilà les arrières. Et là encore une fois, voici quelques beaux joueurs que vous pouvez voir en bas. Je vous ai mis leur visage en les classant par ordre de temps de jeu, de manière chronologique. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même déjà alléchant. Mais la question qui revient sans cesse, c'est comment j'ai sélectionné ces 29 joueurs. Est-ce que j'ai pris mes préférés? Non. Déjà, il y a des critères de temps de jeu minimum. Ici, vous pouvez retrouver tous les arrières qui ont au moins joué 15 matchs depuis le début de la saison, et qui en moyenne passent au moins 30 minutes sur le terrain à chaque rencontre. Sauf que tout ça, c'est bien, mais comment on décide formellement des postes de qui est arrière, vu qu'en NBA aujourd'hui, de plus en plus de joueurs jouent un peu partout, et que c'est pas du tout évident en vrai de définir un poste. Eh bien, les habitués connaissent, je suis allé sur ma bible, basketball référence, et j'avoue que ok, leurs choix me surprennent parfois, je suis pas forcément toujours d'accord avec tout, mais au moins, ça évite les débats, et moi, ces débats qui n'ont aucun sens, je trouve, et ça fait un référentiel commun, et qui évite justement de perdre du temps là où c'est inutile. Et vraiment, ce référentiel commun, je le trouve vraiment important pour qu'on soit d'accord et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Du coup, je suis allé checker là-bas, et j'ai pris tous les joueurs que Basketball Référence considérait comme arrière. Alors je sais que vous allez me dire en commentaire, j'ai l'habitude, comment est-ce que cette équipe peut avoir deux arrières qui sont titulaires dans ton live, ou pourquoi cette équipe n'en a pas, pourquoi tu parles pas d'eux, ou alors il manque un tel, ou il manque un tel. Eh bien dites-vous déjà que c'est pas parce qu'un joueur commence un match à un poste qu'il finit au même poste, les line-up et les rôles peuvent changer au fil des matchs, c'est important à retenir, et oui, effectivement, une équipe peut commencer avec un mec qui va être meneur et un mec qui va être arrière, sauf que ensuite, en fonction du joueur qu'il aura avec lui, il va être décalé au poste arrière, et si Basketball Référence estime que la plupart de son temps, il le joue au poste 2, ils le classeront comme arrière, donc c'est juste ce qu'il faut retenir. Et justement, c'est ce qu'ils font, ils vont étudier les feuilles de match, ils vont analyser justement à quel poste, quelle position le joueur est le plus utilisé lors de la saison en cours, et à partir de ça, le site définit une position à laquelle je me réfère, et ça me semble bien. Donc ouais, ce sera peut-être pas forcément la position naturelle du joueur, mais ce sera, selon le site, celle à laquelle il joue le plus depuis le début de cette campagne. Et ça, même si je sais, c'est critiquable, ça va créer des débats, comme toujours, et surtout, ça correspond à ce qui se passe en ce moment cette saison, moi ça m'importe, parce que justement, si vous avez l'habitude de ces lives, vous le savez, moi je tiens à ce qu'on ne juge que sur ce qui s'est passé cette saison. On oublie le passé, on oublie le futur. Parce que ouais, vous voyez, de toute façon, ces arrières, on va les classer en 5 tiers. D'ailleurs, j'ai adapté les noms, parce que j'ai compris que ça en perturbait certains, les noms d'avant. Donc on a adapté les noms des tiers. Et ces 5 tiers, ils vont prendre en compte, oui, ce qui s'est passé là, sur cette première moitié de saison, sur cette quarantaine de matchs déjà qui a été joué, à partir d'octobre même, jusqu'à aujourd'hui. Tout le reste, que ce soit le passé, que ce soit les contrats, les attentes, le potentiel, le futur, on va le mettre de côté, dans ce genre de live. Je m'en tape vraiment de tout ça. Dans plein d'autres vidéos, je l'aborde, mais dans ce genre de live, vraiment, je veux qu'on juge du niveau des joueurs à l'instant T, en ce moment, sans prendre en compte tout le contexte, toutes les attentes, tous les contrats qui vont avec. On évalue juste le niveau sur le terrain, au moment présent, rien d'autre. Donc là, comme vous le voyez, on a 29 joueurs à classer, on a du pain sur la planche, on part donc sur un gros live, comme d'habitude, j'ai vraiment hâte, parce que je suis hyper curieux du tableau et du classement que vous allez me pondre, sachant que si bien sûr on a des désaccords, j'hésiterai pas à les souligner et à argumenter ma position. Chaque joueur, avant vos votes,
potes, je vais vous les présenter bien sûr, c'est évident que vous ayez un petit peu une idée de ses stats et de son portrait, ça en fait des noms à évoquer, donc stop le blabla, on va y aller, je compte sur vous pour classer du mieux possible les premiers joueurs que je vais évoquer, parce que ça va servir de repère à tous les autres, et surtout, je vous demande de ne pas hésiter à être sévère. Franchement, quand tu es au tier 5, c'est pas mal, c'est pas une punition, et si on n'est pas un minimum sévère, on va se retrouver avec 90% des gars qui sont en haut de la liste, et ça, ce serait dommage. Donc oui, rappelez-vous que les tiers supérieurs, c'est vraiment destinés à l'élite de chez l'élite, voilà, les gods et les cracks, et c'est absolument pas une honte de se retrouver dans le tier 5. Donc ouais, retenez que, déjà, les joueurs, s'ils sont dans cette vidéo aujourd'hui, s'ils sont listés, c'est qu'ils sont forts, donc les mettre aux échelons 4 ou 5, c'est absolument pas les saquer. Et surtout, on s'en rappelle, je le dirai jamais assez, mais on ne juge que ce qui s'est passé sur la saison en cours. Je vous fais confiance là-dessus, c'est primordial. On commence par Jordan Poole des Warriors, qui cette saison, en 30 minutes, tourne à 21 points et un peu plus de 4 passes décisives de moyenne, lui qui a fait la moitié des matchs cette saison en tant que titulaire, et qui évidemment a vu son rôle largement augmenter en l'absence de Stephen Curry. Bon, Poole, on va pas se mentir, c'est avant tout un scoreur super talentueux, un dynamiteur qui peut prendre des coups de chaud, faire des grosses séries et tirer son équipe vers le haut. Et ça, vu qu'il a besoin de points ces derniers temps à Golden State, avec les absences de Wiggins et de Curry, Poole, marquer des points, il a su le faire avec talent. Le mec, il nous a fait un mois de décembre à 27 unités par match, c'est complètement hallucinant, et ce que j'ai apprécié globalement, c'est que plus il a été responsabilisé, et plus ses pourcentages au fur et à mesure ont augmenté. De toute façon, on le sait, Poole, c'est un joueur qui fonctionne à la confiance, que quand Steve Kerr lui fait confiance, lui, il se fait plaisir, il déchire. Parce que ouais, il peut être hyper irrégulier dans son adresse, il fera pas toujours les bons choix offensifs, c'est sûr, sa sélection aussi est pas toujours folle, elle pourra questionner, n'empêche que quand il se sentira bien dans ses pompes, comme c'est le cas ces derniers temps, ça pourra piquer, et il pourra être bon, il pourra exploser des défenses. Lui, il a fait 2 pointes à plus de 40 pions ces dernières semaines, et franchement, c'est fort. Donc oui, Poole, maintenant, on va pas se le cacher, c'est surtout un scoreur, c'est quand même un mec qui défend peu, qui pèse pas vraiment dans les autres secteurs du jeu, à part le scoring, sauf que ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire marquer des points, il le fait divinement bien. Et même s'il nous a lâché des sales perfs aussi, ces derniers temps, avec des 4 ou des 5 sur 17, ça fait déjà une quinzaine de matchs qu'il est pas passé sous la barre des 20 points. Ça montre que, effectivement, pour parler des scoreurs, Jordan Poole c'en est un. Donc ouais, au moins dans ce rôle, je pense qu'il mérite du respect, même si vraiment, pour monter vraiment dans les tiers, je pense qu'il faudrait qu'il pèse aussi dans d'autres domaines, et qu'on aura aussi besoin de voir s'il peut continuer sur ce rythme-là avec le retour de Curry qui apparemment est imminent. Alors pour Jordan Poole, c'est direct au tier numéro 3, et peut-être qu'on va avoir un premier désaccord. Vous êtes 44% à le mettre dans le tier 3, dans le tier bon, après ça s'entend, hein, moi j'avoue c'est toujours difficile de placer le premier. Moi je pense que quand je vois tous les noms qu'il va y avoir après, peut-être que j'aurais été un poil plus sévère et je l'aurais mis au tier 4, average. Mais bon, ça s'entend, il va falloir voir ce que ça donne avec les autres et un petit peu voir comment ça se passe. De toute façon, vous étiez 37% à le mettre au tier 4, c'était serré, 15% carrément au tier 5 et 4% au tier 2. Donc ça se jouait vraiment entre le 3 et le 4, sachant qu'en plus certains l'ont mis au tier 5. Moi je l'aurais mis au 4 parce que j'ai envie d'être sévère, non pas parce que je reconnais pas le talent de scoreur de Poole, mais surtout parce qu'il fait que scorer, il y a pas mal de déchets, sa sélection de shoot me questionne et les minima défensifs sont pas souvent présents. C'est pour ça moi que j'aurais mis le tier 4, mais à voir, peut-être que une fois qu'on aura fait le tableau, ça paraîtra cohérent le tier 3 pour Jordan Poole. Donc vous l'avez mis là au tier 3, on commence comme ça et on va voir comment on remplit le tableau à partir de ça, vu que Jordan Poole est notre premier repère. Maintenant, voici un peu le profil opposé à Jordan Poole avec Luguentz-Dort, qui lui est spécialiste de la défense et tourne à OKC à des moyennes de 14 points et 4 rebonds par match. Là, dit comme ça a l'air plutôt propre offensivement, 14 points, mais le problème pour moi, ça reste ses pourcentages de 40% au global et son irrégularité offensive. Lui qui, certains soirs, peut être complètement invisible de ce côté-là du terrain. Après, maintenant je veux pas le cacher aussi, je veux pas non plus trop le critiquer et trop le saquer là-dessus, c'est vrai que ces dernières années, il a fait des progrès en attaque, notamment sur ses mouvements sans ballon, ses cuts et son adresse en catch and shoot. Cependant, il faut pas non plus trop s'enflammer et se rendre compte que Luguentz-Dort possède de vraies limites offensives, et c'est absolument pas un créateur. Ça, c'est vraiment son péché mignon. Maintenant, est-ce qu'il faut lui jeter la pierre à ce propos ? Bien sûr, qui gagnerait à être plus performant en attaque, qui gagnerait à être plus créateur et qui pourrait être un bien meilleur joueur. Mais c'est pas non plus ce qu'on lui demande à OKC, et des créateurs, on en parlera aujourd'hui, vu qu'on va aussi parler de Giddey et de Shai Gilgeous-Alexander, il y en a un paquet. Et Dort, en parallèle, ça reste quand même l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de toute la ligue. Et dans ce secteur-là, mais moi j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Il a la vitesse, il a l'envergure aussi, pour complètement étouffer un Lillard, par exemple, comme il l'a fait il y a pas longtemps, et malgré son petit mètre 90, moi ce que je trouve très fort, c'est que Luguentz-Dort, il a également assez de puissance et d'épaisseur pour aller même gêner un Jason Tatum, et ça je trouve ça balèze, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le bloquent, Jason Tatum, cette saison. Moi je trouve que c'est très fort, cette capacité à être utile sur n'importe qui, sur n'importe quel physique, sur n'importe quel poste, et pour ça, bravo à Lou Dort. Et puis voilà, si certains, moi ce que j'ai envie de retenir, c'est que si certains peuvent mettre des paniers, game winners, pour faire gagner
gagner des matchs. Dort, lui, il est capable de faire des stops défensifs game winner un peu, comme il l'a fait récemment face à Portland par exemple. Et ça, moi je trouve que ça mériterait d'être plus souvent abordé. Ok, les gros shoots font gagner les matchs et on les retient, mais les grosses possessions défensives qui empêchent justement ces gros shoots, elles méritent d'être mises en avant. Et Luguentz-Dort est capable de faire ça. Il se bat face aux écrans, il switch quand il faut, il suit les porteurs de balles aussi, il est toujours attentif, loin de la gonfle, il a les mains actives, il est énergique. Non, enfin, je sais pas quoi dire de plus, pas grand chose, c'est vraiment un exemple défensivement, Lou Dort. Donc oui, ses faiblesses offensives l'empêchent de viser sûrement trop haut dans les échelons, on verra ce que ça dit, mais comme je disais, il fait au moins le minimum, offensivement, en proposant au moins des petits trucs, tandis qu'en défense c'est un crack. Et ça, je me lasserai jamais de rappeler à quel point c'est important en NBA d'avoir des gros défenseurs dans les équipes. Concernant Luguentz-Dort, vous êtes 58% à le mettre au tir fort, average. Et je comprends ses limites offensives et ses 40% au tir, bah ça empêche de le mettre plus haut. Maintenant, bah c'est comme j'expliquais un peu, un Jordan Poole qui fait que marquer des points, pour moi, il peut peut-être valoir autant qu'un Luguentz-Dort qui fait que défendre. Les deux côtés du terrain sont aussi importants pour moi. Alors je sais, on peut avoir l'impression que je sac Jordan Poole, parce qu'on met toujours beaucoup de valeur et beaucoup de hype sur les scoreurs, mais pour moi, c'est aussi important d'empêcher les scoreurs de marquer que de mettre des points. Voilà pourquoi je les aurais peut-être mis tous les deux au tir fort. Vous étiez 23% à le mettre au tir 5, Luguentz-Dort, je trouve ça un peu sévère, mais pourquoi pas. Vous étiez 16% à le mettre au tir 3, 3% au tir tout, ça me semble beaucoup trop haut. Non, en vrai, Luguentz-Dort au tir fort, moi ça me semble cohérent et c'est là où je l'aurais mis aussi. Allez, on continue sur les spécialistes défensifs avec Dillon Brooks. Et là, avec lui, je trouve qu'on a un nouveau bon spécimen. Lui, cette saison, par contre, bah c'est bien, parce qu'il tourne à 17 points par match, c'est pas que un défenseur. Par contre, il faut le dire, c'est 40% au tir, à lui aussi, hein, comme Dort, ne font pas rêver, c'est sûr. Par contre, de ce côté-là, même si ils ont des pourcentages qui sont similaires, son souci en attaque est différent de celui de Dort, à mon avis. Autant on a un Lou Dort qui peut parfois s'effacer en attaque, être un petit peu invisible, autant on a un Brooks qui, je pense, peut avoir une fâcheuse tendance à prendre beaucoup trop de shoots, et le problème c'est que c'est pas souvent les bons, et c'est ce qui explique les faibles chiffres sur son adresse. Mais aussi c'est ce qui explique d'ailleurs son irrégularité, lui qui peut complètement exploser en faisant des matchs à 25 ou 30 points, mais aussi complètement passer à côté, avec des très vilaines prestations, avec des 5 ou des 6 sur 18 au tir, comme il l'a fait aussi plusieurs fois cette saison. Donc maintenant je le conçois à cause de ça, à cause de ces mauvais tirs, de ce mauvais QI basket, mais aussi à cause de sa faute sur Gary Payton l'an dernier en playoff. Dillon Brooks en énerve certains et il y en a beaucoup qui le détestent. Cependant, c'est pareil, j'ai pas non plus envie de le saquer parce qu'il se rattrape tellement de l'autre côté du terrain, avec son envie, son énergie et son agressivité, que ça me va. Pour moi, c'est un petit peu le cœur de la franchise des Grizzlies, un joueur qui n'a peut-être pas le plus gros QI de basket du monde, hein, c'est sûr, mais quand même un joueur soldat, qui donnera le ton, qui montrera l'exemple aux autres, qui jouera avec beaucoup d'énergie et qui prendra les jeunes sous son aile pour leur montrer comment faire ça apparemment dans le vestiaire. Il aime beaucoup conseiller les jeunes et se comporter en professionnel avec eux. Donc ouais, si actuellement on a des Grizzlies qui ont le meilleur defensive rating de la NBA, bien sûr que c'est grâce à Jaren Jackson Jr. dans la raquette avant tout, c'est à lui qu'on pense en premier, mais c'est aussi, je pense, grâce à Dillon Brooks au périmètre, qui au premier rideau fera largement et très régulièrement le taf. C'est vrai maintenant qu'il a un petit peu ce côté imprévisible et hors de contrôle, bien souvent en attaque, mais ce côté-là, ça lui permet aussi en défense de gêner tout un tas d'adversaires, à tout un tas de positions. C'est un mec qui a le physique, qui se bat, qui est un spécialiste pour empêcher les attaquants d'atteindre leur spot préférentiel. J'aime beaucoup sa défense off-ball. Je l'ai vu à la fois embêter un De'Aaron Fox sur un match, puis un Pascal Siakam sur l'autre. Ça montre encore la variété des profils qui peut défier et qui peut gêner grâce à son intensité. Donc oui, offensivement, je l'ai déjà dit, j'aimerais qu'il laisse bien plus le jeu venir à lui, mais en défense, j'aimerais absolument pas l'avoir sur le dos, lui qui justement adore partir en mission sur de gros scoreurs. Du coup, quoi qu'il en soit, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Dillon Brooks, moi je trouve que beaucoup de joueurs pourraient et devraient s'inspirer de lui, notamment les jeunes, au moins pour son esprit de compétition et pour sa combativité. Allez, pour Dillon Brooks, c'est parti, ça part au tir fort, sans trop d'hésitation, vous êtes 66% à le mettre là, vous étiez 31% à le mettre au 5 et 3% à le mettre au numéro 3. Pour moi, oui, ça se joue au numéro 4. J'ai peur en vrai, vu qu'on commence comme ça, qu'il n'y ait pas grand monde au tir 5, mais c'est pas grave, c'est le jeu, même si ce tir 5 est pas bien rempli, mais quand je vois qu'il y a Dort au tir fort, ça me va de mettre Brooks aussi à ce niveau-là. Let's go, on continue comme ça et on va voir ce que ça donne ce classement à la fin. Voilà, même si j'ai critiqué entre guillemets le fait d'avoir mis Jordan Poole au tier 3, ça me va aussi, vu que le scoring, on le sait, est bien plus valorisé que la défense, ça me va aussi de l'avoir au tier 3, donc allez, pour le moment on va dire qu'il n'y a pas de gros désaccords et que globalement on est content.
Donc toujours dans les joueurs qui brillent surtout d'un côté du terrain, voici Josh Giddey, qui lui, c'est un spécialiste de l'attaque clairement, et beaucoup moins de la défense. Giddey cette saison, il tourne à 16 points, 8 rebonds et 6 passes de moyenne, c'est des stats super cool, très complètes c'est certain, et ça parce qu'il joue un basket offensif très sérieux et très complet. Ça il faut le dire, il faut le souligner. Balle en main, il a un côté magicien que j'aime beaucoup dans la création pour lui et pour les autres aussi, et son handle, ses feintes, ses appuis, ses changements de tempo, tout ça fait vraiment kiffer. Sa vision de jeu elle est cool, depuis ses 2m03, ça lui permet de voir au-dessus des défenses, il a une capacité à faire des no-look pass qui est géniale aussi, et clairement, l'Australien, balle en main, il a une espèce de côté maestro qui manipule les défenses, qui fait kiffer beaucoup de monde. Bien sûr, ce basket qui joue Giddey, c'est un petit peu ce qu'on aime voir quand on aime le spectacle. Après, ok, il faut en être conscient, ce jeu-là, ça engendre pas mal de déchets pour lui, qui perd quand même plus de 3 ballons par match, et c'est sûr que du haut de ses 20 ans, il fait pas toujours les meilleurs choix du monde, en se compliquant beaucoup trop la tâche, bien trop souvent. En fait, c'est comme si parfois, moi j'ai l'impression, il cherchait plus à faire la belle action que l'action efficace un peu. Et ça, ça peut se critiquer, ça peut le desservir en tout cas dans un live comme celui d'aujourd'hui. Mais ça va quand même. Moi je me dis, ok, il est jeune et ça viendra. Mais aujourd'hui, l'âge ça rentre pas en compte. Maintenant, moi ce que je me dis aussi, c'est que son jeu, même s'il est à risque, lui a permis quand même de compiler 2 triples-doubles depuis le début de la saison et même pas mal de perfs récemment à 20-25 points. Et puis j'aime bien aussi cette impression de montée en puissance qu'il nous donne depuis début janvier, parce que maintenant il attaque beaucoup plus le cercle plutôt que de prendre des mid-range ou d'envoyer des flotteurs compliqués. Il essaye aussi de jouer plus physique avec sa taille, même si c'est pas le plus épais du monde. Il a compris que sa taille lui permettait de mieux pénétrer, et ça je trouve qu'il l'utilise de mieux en mieux, et ça lui permet d'être encore plus polyvalent offensivement. Après oui, comme on l'a dit tout à l'heure, en défense, c'est clairement un courant d'air. Il se met sur les lignes de passe, c'est sûr, mais je trouve qu'il prend beaucoup trop de risques dans ses placements, et son focus, c'est clairement pas le même qu'en attaque. Ça c'est évident. Heureusement que dans la plupart des line-up, il a un Lou Dort à côté de lui, qui fait le taf un petit peu pour deux, et qui nous permet d'oublier que Giddey défend très peu. Donc ouais, on aimerait qu'il progresse dans le domaine, on aimerait aussi qu'il soigne davantage son jeu offensif, mais ça, je crois que ça viendra avec l'âge et la maturité. Même si on juge pas de ça aujourd'hui, je m'attends quand même à ce que plus le temps passe pour Josh Giddey et plus il monte les échelons dans ce classement pour les saisons à venir. Pour Josh Giddey, je suis assez d'accord avec vous. Vous êtes 50% à le mettre au tir fort lui aussi, et bien sûr, très polyvalent, plein de talent, plein de potentiel, mais aujourd'hui on juge pas de ça. Un peu fort partout, peut-être qu'il manque de spécialité, il manque de shoot, il manque de défense aussi, il a besoin de mûrir et de polir son jeu offensif pour viser plus haut, mais pour l'instant 4 ça me semble cohérent. Vous étiez 29 à le mettre au 5, pourquoi pas aussi, ça paraît sévère pour un mec comme lui, mais c'est vrai qu'on juge pas sur le talent et le potentiel, donc je peux comprendre ceux qui le mettent au tier 5 pour ses déchets offensifs, et j'aurais pas été aussi sévère, mais je comprends pour tout ça, et pour son manque de défense. Et vous étiez 21% à le mettre au tier 3, et ça aussi, si on aime la polyvalence, pourquoi pas, mais ça me paraît un petit peu encore trop anticipé de mettre Josh Giddey au tier 3. Allez, enfin, avec Desmond Bane de Memphis, on va parler d'un two-way player, le premier pour aujourd'hui. Et lui, je trouve qu'on en parle un peu moins depuis quelques temps, notamment parce qu'il a été blessé et qu'il a manqué une quinzaine de matchs, tout en ayant eu un peu de mal à retrouver son rythme depuis son retour. Franchement, c'est bien dommage, parce qu'avant ça, on avait un arrière qui se dirigeait tout droit vers une sélection All-Star, lui qui avant de se blesser à l'orteil, tournait quand même à 25 points par rencontre, 25 points par match, c'est assez énorme. Aujourd'hui, ces chiffres restent toujours bons, mais ils ont bien diminué. On a un Bane qui affiche maintenant une ligne de stats qui est quand même toujours très correcte, 21 points, 5 rebonds, 4 passes, c'est propre, mais qui, depuis son retour, galère un petit peu avec son tir, qui normalement est censé être sa spécialité. Moi, j'ai tout simplement, en fait, la sensation qu'il n'est pas encore revenu à 100%, et qu'il n'est pas encore revenu tout à fait dans le tempo. Et c'est plus ou moins ce qu'il a dit récemment en interview d'ailleurs, parce qu'il dit qu'aujourd'hui, il peut jouer, mais les douleurs à l'orteil sont toujours présentes, et ça, il pourra pas vraiment prendre le temps de s'en occuper avant la prochaine off-season. Il lui faudra probablement une opération, il veut pas la faire cette saison parce qu'il veut pas manquer de match, mais du coup, il va être obligé de jouer avec des douleurs, jouer diminuer, et peut-être que le niveau qu'il a actuellement, même si ce sera pas une excuse, il faut s'y habituer. C'est dommage, mais c'est comme ça. Les blessures font partie du jeu, il faut faire avec, et c'est le cas pour tous les joueurs. Maintenant, Bane n'en reste pas moins un gars qui peut mettre ses 20 points par match tous les soirs quasiment, qui peut mettre des gros shoots derrière la ligne, qui vit et meurt un petit peu avec son adresse, c'est sûr, mais qui peut quand même redoutablement être efficace quand ça rentre dedans. Ajoutons à ça aussi que défensivement, c'est un joueur qui, avec son physique et sa musculature, fera largement le taf. Il pourra aussi limiter tout un paquet de joueurs, tout en s'inscrivant parfaitement dans une défense collective. Ça, je pense que c'est bien à mettre en valeur. Et oui, il faut le dire, même si depuis son retour, Bane n'est plus à son niveau excellent, voire exceptionnel du début de saison, il en reste pas moins un très bon joueur de basket qui est très utile à Memphis. Il avouait aussi, ça c'est petit fun fact qui va pas non plus rentrer dans le jugement, mais j'aime bien, il a changé de modèle de chaussures, maintenant il porte des LeBron 20 qui sont beaucoup plus légères, et apparemment ça lui permet d'aller mieux, il a beaucoup moins mal, et c'est vrai que ces derniers matchs, depuis qu'il porte les LeBron 20, est-ce que c'est dû ou pas, est-ce que ça a un lien ou pas, je l'ai trouvé plus à l'aise, plus
plus adroit et peut-être plus dans le rythme. Donc espérons que ça se confirme dans les semaines à venir et qu'il retrouve au plus vite, si possible, l'excellent niveau de jeu qu'il avait en début de saison, mais duquel malheureusement il s'est un petit peu éloigné depuis son retour de blessure. Allez, Desmond Bane, c'est réglé et pas trop d'hésitation, je crois que c'est le vote avec le moins d'hésitation. Vous êtes 89% à le mettre au Tier 3 à côté de Jordan Poole, et moi aussi je l'aurais mis là. Sur son début de saison je l'aurais mis au Tier 2, malheureusement il est plus à ce niveau là, donc oui, Tier 3 pour Desmond Bane, ça me semble bien. Vous étiez 7% à le mettre au-dessus, malheureusement aujourd'hui je le vois plus au-dessus, et 4% à le mettre au Tier 4, ça je trouve ça vraiment trop sévère. Non, pour moi sa place elle est vraiment là, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de débat possible concernant Desmond Bane, même si effectivement son début de saison valait mieux que ça, mais sa blessure l'a empêché de viser plus haut. Allez, l'enchaînement se fait maintenant avec Caris LeVert, qui, le pauvre, comme tous les ans, se retrouve dans les rumeurs de transfert avant la deadline, lui qui toute sa carrière a pris l'habitude d'être baladé à droite et à gauche. Et c'est vrai, mais encore une fois, on peut comprendre pourquoi, parce que Caris LeVert, il est talentueux offensivement, mais à côté de Garland et Mitchell, l'équipe a besoin d'un mec qui est plus performant des deux côtés du terrain. Pour le moment, ils l'ont pas, ce gars. On a un Okoro qui galère à faire sa place dans ce rôle, et un LeVert qui est surtout un attaquant, il faut le dire. Et puis le truc, c'est que même dans ce rôle d'attaquant, cette saison, c'est chaud pour lui. Au vu du talent à la création de ses coéquipiers, de Mitchell et de Garland, on lui demande surtout de jouer off-ball, et c'est pas du tout sa spécialité. Résultat, il a jamais été aussi maladroit en carrière, lui qui tourne à 41% de réussite cette saison, tout en réalisant, il faut le dire aussi, sa pire campagne au scoring depuis 2018 avec à peine 12 points par match. Alors ouais, pour moi, je vais pas dire qu'il est devenu un mauvais joueur, loin de là, c'est surtout, je pense en tout cas qu'il est pas bien du tout utilisé dans l'équipe. D'autres possèdent les mêmes qualités que lui, mais en mieux. Alors, je critique pas du tout JB Bickerstaff, c'est juste que son profil, il y en a pas besoin, donc on essaye de l'utiliser à une autre sauce, et ça fonctionne pas. On lui demande surtout de tirer de loin pour faire de l'espace, alors qu'il peut être un très bon slasher, c'est dommage, et c'est ce que je dis, on peut pas non plus l'excuser à 100%. Les meilleurs joueurs, ils savent s'adapter à tous les rôles, et si LeVert, à mon avis, de toute façon, veut exister dans une équipe qui gagne, il devra forcément développer cet aspect de son jeu, parce que bien sûr que s'il va dans une équipe qui gagne, il y aura d'autres mecs meilleurs que lui pour scorer et pour porter la balle. Et s'il peut pas se muer en role player qui shoot de loin, il aura du mal à se faire sa place. Parce qu'en vrai, je l'aime beaucoup, mais il me semble trop limité pour être un joueur majeur d'une franchise contender. Donc c'est un peu tout le paradoxe, je trouve, avec LeVert. C'est un joueur très attachant, que j'aime beaucoup, qui a pas eu un parcours simple en plus entre sa maladie, ses blessures et ses transferts, mais qui en ce moment, malheureusement, à Cleveland, semble quelque peu plafonné, je trouve. Pour Caris LeVert, pas trop d'hésitation, et je suis d'accord avec vous, 85% d'entre vous, et ça me fait tellement de peine parce que c'est un joueur que j'adore, mais vous le mettez au tier 5. 10% vous l'auriez mis au tier 4, 5% au tier 3. Mais non, il faut le mettre au tier 5, effectivement. C'est censé être un spécialiste de l'attaque, mais cette saison il galère en attaque, c'est pas un défenseur non plus. Ouais, difficile de le mettre plus haut, donc moi ça me va, Caris LeVert au tier 5, même si je suis bien sûr que intrinsèquement il vaut plus, mais c'est comme ça, sur le niveau qui monte cette saison, c'est difficile de le mettre plus haut jusque là. Et évoquons maintenant Bogdan Bogdanovic, qui, dans la situation compliquée collectivement que vivent les Hawks actuellement, essaie tout de même d'apporter sa pierre avec ses qualités et ses défauts. Et justement, si vous le connaissez un petit peu, ce joueur, vous savez que ses qualités, c'est surtout en attaque. Je le trouve pas forcément catastrophique en défense non plus, on va pas abuser, mais je trouve qu'on peut au moins dire que c'est pas sa tasse de thé, en restant raisonnable. En fait, c'est pas du tout un glue guy comme on pourrait l'espérer, néanmoins, en étant surtout utilisé en sortie de banc, il continue à scorer et à se montrer comme l'un des 6e hommes les plus efficaces au scoring de la ligue. Lui qui a longuement été blessé en début de saison, et qui depuis a retrouvé vite le rythme, a vite retrouvé ses standards en plantant ses 16 points par match à peu près en moyenne, grâce à ses qualités de shooter off-ball notamment, mais aussi grâce à sa faculté à créer pour lui-même, ça il le fait très bien. On le sait, Bogdanovic c'est un mec qui peut mettre des gros tirs, et dans le bag, pour mettre des points, il a à peu près tout ce qu'il faut, et ça lui permet de tourner à des pourcentages toujours très corrects, de près comme de loin. Il est arrivé en NBA sur le tard, Bogdanovic, à tel point qu'on en oublie qu'il a déjà 30 ans, et en fait il a une vraie expérience pour mettre des buckets, et ça je trouve que c'est important pour les Hawks, en tout cas il sait s'en servir. Il connaît ses forces, il connaît ses spots, c'est très utile pour cette équipe d'Atlanta, et bien sûr, il sera jamais une superstar, il sera jamais un two-way player non plus, en tout cas probablement pas. Cependant, chez les Hawks, en sortie de banc, il fait ce qu'on attend de lui, je trouve, c'est-à-dire mettre un max de points le plus vite possible, et assurer sa place sur le terrain, dans le money time, en mettant aussi des gros tirs quand il en a l'occasion. Pas forcément des 3 points, il peut driver aussi, il peut envoyer un flotteur, il peut mettre un mid-range, et ça reste un scoreur 3 niveaux, même s'il s'est shooté de loin, et qu'il le fait quand même de façon principale, de façon majoritaire. Donc oui, les Hawks galèrent cette saison, c'est vrai, mais pour ce qui est de Bogdanovic, j'ai l'impression qu'il fait son taf, il fait ce qu'on attend de lui, même si pour être totalement honnête, j'aimerais quand même plus de régularité de sa part, c'est un peu le problème depuis le début de sa carrière en NBA, lui qui peut mettre 5 points un soir et 30 le lendemain quasiment, et oui, ça a toujours été son souci, ça change pas, et je suis pas sûr qu'un jour on pourra en attendre plus de Bogdanovic, c'est aussi son jeu qui emmène ça je crois.
Allez, pour Bogdanovic, je vous trouve un poil sévère. Vous êtes 46% à le mettre au tier 5. Bon, après, finalement, vous êtes plus de 50% à le mettre plus haut. Donc, c'est un peu comme s'il méritait d'être plus haut, mais on va continuer à procéder comme on l'a toujours fait. Donc, il va au tier 5, 46% d'entre vous. 42% d'entre vous l'auraient mis au tier 4. 8% au tier 3 et 4% au tier 1. Il est là aussi le problème, et c'est pour ça que je préfère le mettre au tier 5, là où il a le plus de votes, que plutôt faire une espèce de moyenne des tiers, parce que bien sûr que Bogdanovic n'est pas au tier 1. Je comprends ceux qui vous êtes nombreux à l'avoir mis au tier 5. Vous pénalisez son irrégularité, son manque de défense un petit peu, mais moi je l'aurais peut-être mis un cran au-dessus. Je le vois plus avec des mecs comme Giddey, comme Brooks et comme Dort, parce que son importance sur le banc des Hawks est quand même assez essentielle. Mais oui, en vrai, ça se jouait entre le tier 4 et le tier 5, pas de gros désaccords donc. Et c'est vous qui choisissez, de toute façon, vous êtes les maîtres de ce tableau, et c'est vous qui avez décidé ça se respecte. Bogdanovic finira donc au tier 5, c'est officiel. Passons à un nouveau profil maintenant, davantage proche du two-way player encore, moi j'aime bien ces joueurs, avec Devin Vassell, qui avec la reconstruction des Spurs était amené à largement être plus utilisé cette saison, tout en étant responsabilisé aussi à la création du côté de San Antonio. Et là rien à dire, moi je trouve que globalement c'est pas mal ce qu'il fait, en tournant à 19 points de moyenne par match, tout en utilisant ses qualités athlétiques pour défendre et pour attaquer le cercle. De plus, moi ça m'a agréablement surpris, mais cette saison il s'est vraiment mué en shooter, et en prenant 7 tentatives de loin en moyenne, moi je pensais pas jamais qu'il aurait un si gros volume dans ses shoots de loin, et au final il en réussissait 40% d'entre elles, c'est plutôt propre. Donc oui, si j'en parle au passé, c'est parce qu'il s'est blessé, on en parlera après. Mais moi ce que je retiens aussi, c'est que malgré ses points positifs, on parle d'un joueur de 22 ans qui fait des erreurs encore en attaque comme en défense, et ses stats, il faut l'avouer, elles sont amplement gonflées par le fait qu'il joue aux Spurs, tout ça c'est certain. Le talent est là, ça je le cache pas, mais difficile de croire qu'il brillerait autant dans une équipe contender. Et puis voilà, comme je disais, c'est dommage, parce que clairement, il était en train de réaliser sa breakout season, là il s'est pété au genou, il vient de se faire opérer et il risque de manquer une très très longue période. Bon, ça l'a pas empêché de montrer ses qualités et son talent avant ça, avec une vraie régularité en plus, mais pas le choix. Moi je reste un petit peu sur ma faim, et avant de trop m'emballer, j'aurais aimé voir ce qu'il aurait fait sur un échantillon plus important que juste ce début de saison, et surtout, bien sûr, dans une équipe qui gagne davantage, même s'il en est pas forcément le premier responsable. Ok pour Devin Vassell, vous êtes 75% à le mettre au tier 5, et je comprends aussi malgré ses stats et malgré tout ce que j'aime, enfin vraiment ça fait partie du genre de profil de joueur que j'aime. Ouais, l'échantillon est peut-être pas assez grand, et le fait qu'il joue aux Spurs, on sait pas à quel point ça fausse ses stats, donc oui, je l'aurais sûrement mis au tier 5 aussi, même si ça fait toujours un peu de peine, mais je suis d'accord avec vous, donc 75% d'entre vous l'auriez mis là, 15% au tier 4 et 3% au tier 3. Tier 4 je peux comprendre, tier 3 vous y allez fort quand même, mais ouais, tier 5 on est plutôt d'accord pour Devin Vassell. Voici maintenant Kentavious Caldwell-Pope, qui après être passé des Lakers aux Wizards, a fait ses débuts cette saison du côté de Denver dans le Colorado. Et là-bas on parle peu de lui, mais dans l'ombre, en tant que role player dans le 5, mais moi je trouve qu'il fait son taf des deux côtés du terrain. Maintenant c'est pas ouf, c'est pas des stats de All-Star, mais il met ses 12 points par match, il défend comme il faut, et surtout il shoot avec une vraie efficacité, lui qui tourne à 47% au global, et écoutez bien, à 48% de loin, c'est impressionnant quand même. Peu à peu, moi dans sa carrière, je trouve qu'il s'est mué en expert du catch and shoot, et même si, ok, c'est pas non plus le mec qui fera des folies à la création, mais je trouve qu'il se régale bien du spacing que provoquent des joueurs comme Jokic et comme Jamal Murray, qui n'hésiteront jamais à kick out pour le trouver dans le corner. Donc lui maintenant, il a 10 ans d'ancienneté dans la ligue, il a de l'expérience maintenant, et je trouve que sans en faire trop, à Denver, sans être flamboyant non plus, il a très vite compris comment se rendre utile efficacement. Déjà c'est intéressant. Alors bien sûr, se rendre utile, ça va pas suffire pour viser les tirs du haut, mais quand même, moi je trouve que ça a au moins un minimum de valeur. Donc ouais, moi je trouve que bien sûr il y a des gros noms dans ce live, bien sûr que KCP ça va être dur de le mettre haut, peut-être qu'il finira au tier 5, on sait pas, on va voir ce que vous en dites, mais je tiens quand même à parler en bien de lui, parce que ouais, il a une certaine justesse, une vraie efficacité, des deux côtés du terrain en plus, et notamment dans une équipe comme Denver qui pêche en défense, mais moi je trouve que ça méritait d'être soulevé, et surtout que la team, en tout cas les Nuggets, gagnent plutôt globalement cette année. Donc oui, même si jamais ou rarement il fera gagner un match à lui tout seul, même s'il peut mettre un shoot clutch de temps en temps, mais je trouve qu'il est régulier, et je tenais au moins à dire, quel que soit son tir ou quel que soit son échelon à la fin, qu'il reste un très bon fit KCP dans le Colorado. Et sur KCP, vous me faites plaisir, parce que vous êtes 55% à le mettre au tier 4, alors que je m'attendais vraiment qu'il finisse plus bas. Vous étiez 36% à le mettre au tier 5, et 9% à le mettre au tier 3. Et je trouve ça cool, ça montre que les stats, même s'il ne marque que 12 points par match, vous vous rendez compte que être utile et être un très bon role player, qui est efficace, qui joue juste et qui fait ce qu'il faut des deux côtés du terrain, ça a de la valeur à vos yeux, et je suis content de ça, je suis fier de vous. Non, fier de vous, je suis pas votre mère, mais je suis bien content de ça, et moi aussi je l'aurais mis au tier 4, parce que pour moi ça compte, être utile dans une équipe
qui est première de sa conférence, bah ça mérite pas le tier 5. Enfin, ça mérite mieux, en tout cas, je trouve, que ceux qui sont au tier 5 jusque-là. Donc let's go, très très content de cette place pour KCP. Maintenant, Kevin Huerter, et pour sa 5e saison en NBA, lui qui a débarqué à Sacramento dans une équipe qui fait plaisir à voir cette saison, et qui montre des bonnes choses, je trouve que ce qu'il montre c'est plutôt propre. Ses qualités principales, on les connaît, c'est du shoot, et encore du shoot, et c'est un mec qui profite énormément des espaces qui sont créés par Fox et Sabonis notamment, pour devenir une espèce d'expert off-ball, pour se démarquer, pour naviguer entre les écrans, pour poser ses appuis, et pour dégainer avec une justesse qui est souvent assez folle. Ça lui permet d'être starter, de tourner quand même à 16 points par match, sa meilleure marque en carrière, avec des pourcentages assez dingues quand même, 48% au global et 42% à 3 points, avec un tel volume, c'est la preuve pour moi que ce qu'il fait, même s'il sait faire à peu près que ça, il le fait très bien. Donc oui, vous l'avez compris, ce que je pense de Huerter, c'est peut-être un joueur un peu unidimensionnel, voire beaucoup unidimensionnel, mais des joueurs comme lui aussi, des spécialistes, il en faut, et au poste 2 à Sacramento, moi je trouve que son apport est très intéressant. C'est un sniper qui a vite trouvé sa place chez les Kings, comme il pourrait la trouver un peu partout en NBA, je pense. Il s'est très bien intégré, il s'est vite intégré, et actuellement, moi, surtout dans l'attitude, je trouve plus épanoui que jamais. Donc oui, c'est un role player, mais dans son genre, c'est, comme je disais, un expert, un spécialiste, tout ce que vous voulez, qui est capable de faire du bien à cette équipe des Kings, et qui bien sûr n'est pas un joueur majeur, en tout cas pas un des joueurs principaux, pas un go-to guy, pas un franchise player, mais qui apporte sa pierre dans la bonne saison et dans les victoires de son équipe, et cette équipe qui en plus, enfin, cette année a des ambitions. Moi je trouve que déjà c'est particulièrement chouette, et ce, même si, il faut le dire, sa défense, et notamment en 1 contre 1, laisse encore à désirer. Mais bon, comme on l'a dit, c'est un joueur unidimensionnel, et ce qu'il fait, il le fait bien, même si dans le reste des domaines, il a vraiment beaucoup moins d'impact. Pour Kevin Huerter, ça s'est battu. Sur tous les votes, de toute façon, tout le monde a voté. Soit le tier 5, soit le tier 4. Et ça s'est joué à 2%, enfin 4% d'écart près, mais 2% au-dessus des 50, parce que vous êtes 52% à le mettre au tier 4, et 48% à le mettre dans pas mal. Et en vrai, je suis bien content que vous ayez tranché, parce que moi aussi, j'aurais hésité entre le 4 et le 5. Je comprends, c'est un peu le même profil que Bogdanovic, donc oui, je l'aurais mis là. La différence, c'est que Sacramento gagne un peu plus. Non, ouais, j'aime beaucoup ce que fait Huerter, mais c'est vrai qu'il est peut-être trop unidimensionnel. Pour viser plus haut, je suis content quand même. Enfin voilà, moi, c'est pour ça que je dis tier 5, c'est pas non plus être trop méchant, c'est pas non plus trop le saquer. C'est juste qu'il y a énormément de joueurs et qu'il faut être un minimum sévère. Par contre, voilà, il est au tier 5, mais moi je tiens à le préciser, tout ce qu'il fait à Sacramento cette saison, j'aime beaucoup. Et bravo à Huerter pour son début de saison et pour son shoot, pour sa réussite et sa justesse. Allez, maintenant, Buddy Hield. On vient de faire Huerter, qui est un nouveau des Kings. Lui, c'est un ancien des Kings, qui fait ce qu'il peut, tout en sachant bien que maintenant, il est à Indiana, et que là-bas, sa place est plutôt instable. Parce que, ouais, dans une équipe qui cherche à devenir plus jeune, plus athlétique, on a un Hield qui correspond pas vraiment aux objectifs qui sont poursuivis, et son nom, comme souvent, apparaît souvent dans les rumeurs de transfert. Pourtant, dans son profil, moi, je trouve qu'il arrive à tirer son épingle du jeu comme il faut, malgré son absence presque totale de défense, et parce que oui, en termes de volume au shoot, au niveau du scoring, Hield, ça peut être un sacré joueur, capable de tout faire, balle en main, comme off-ball d'ailleurs, tout en scorant aux 3 niveaux avec pas mal d'efficacité. Cette saison, c'est quand même un mec, un arrière qui tourne à 18 points par match, qui shoot avec de très bons pourcentages, et qui, quand il sera dans un bon soir, n'aura aucune difficulté à atteindre les 25 ou les 30 points, c'est quand même fort. Le shoot, de toute façon, quel que soit le spot ou les conditions dans lesquelles il reçoit la balle, ça a aucun secret pour lui. Il peut vraiment mettre des tirs dans toutes les positions, dans tous les spots du monde. Sa faculté aussi à se créer son tir, ça reste quand même du très haut niveau, c'est un très bon dribbleur, avec un bon handle, qui peut un petit peu jouer off-ball comme je disais, mais qui a quand même beaucoup besoin de la balle pour exister, et puis j'apprécie quand même, c'est un gros bosseur qui est en totale confiance en ce moment, un vrai scoreur, et même si oui, il peut faire preuve de pas mal de déchets balle en main parfois, avec ses balles perdues, ou d'irrégularité aussi les soirs où il met pas dedans, parce que son adresse est super primordiale pour son niveau de jeu, ça reste un vrai joueur de basket, même si plus le temps passe, et moins j'ai l'impression qu'il s'inscrit dans les plans futurs des Pacers. Allez, pour Buddy Hield, et bien encore une fois, je suis d'accord avec vous, 71% d'entre vous en tout cas, vous le mettez au tier 4. Vous étiez 24% à le mettre au tier 3, je trouve que c'est un petit peu haut, trop irrégulier à mon sens pour ça, peut-être pas assez de défense non plus, même si Jordan Poole est au tier 3 sans défense, mais non, pour moi ça me semble cohérent, et voilà, on n'en parle pas assez, mais ça reste quand même un très très gros shooter, un mec qui prend un gros volume, qui peut être adroit et très juste, et malgré son irrégularité, il est clairement pas étranger au bon début de saison des Pacers. Après vous étiez 5% à le mettre au tier 5, ça je trouve ça trop sévère, non ouais, tier 4, c'est mérité pour Buddy Hield.
Maintenant, voici Klay Thompson, qui je l'entends constamment, n'est plus le même depuis qu'il a enchaîné les blessures. Et j'avoue que même si son nombre de points ne le montre pas forcément que c'est plus le même, lui qui tourne quand même à près de 21 unités par match, ce genre de propos, moi je le trouve difficile à contredire. Aujourd'hui, on a un Klay qui est clairement moins athlétique, et ça le handicape des deux côtés du terrain. En attaque, il a beaucoup plus de difficultés pour se démarquer et pour trouver ses tirs, ça a mis un coup à ses pourcentages, lui qui tourne cette saison à 42% au global, mais quand même 38% de loin, ça c'est plutôt pas mal, et surtout, en défense, ça lui permet plus du tout d'être aussi efficace qu'à l'époque sur l'homme. C'est un peu fini l'époque où Klay c'était le lockdown des Warriors, maintenant c'est plus du tout le cas. Cependant, maintenant voilà, on n'est pas là aujourd'hui, c'est ce que je disais, pour le comparer en fonction des attentes et le comparer à ce qu'il était avant, c'est pas le but de ce live. Et même si actuellement, oui, il est beaucoup plus porté vers l'attaque que vers autre chose, ça reste quand même un shooter avec un sens du panier et un côté scoreur qui peut être impressionnant quand il prend ces espèces de coups de chaud mémorables. Et ça, il nous l'a rappelé il y a peu avec ses 54 points face aux Hawks, où forcément ça a fait plaisir à tout le monde et ça a rappelé au bon souvenir des très grosses performances de Klay Thompson. Donc oui, moi pour résumer, je veux pas l'oublier, ça reste un scoreur très gifté, cependant, malgré quelques coups d'éclat qu'on adore tous mettre en valeur et dont on parle peut-être beaucoup plus que certains joueurs parce que ça nous touche et ça nous fait plaisir de revoir Klay à ce niveau, force est de constater que son irrégularité est vraiment fort présente et que son impact sur la win, il est plus du tout aussi prégnant qu'il y a quelques années. Donc espérons qu'il continue à aller de l'avant, même si à 32 ans, je pense que ça va être de plus en plus difficile et qu'il capitalise un peu sur la bonne période qu'il connaît dernièrement. Cette confiance, moi je pense qu'il en a besoin, parce que sans ça, on l'a vu en début de saison, ça peut être un mec qui se frustre vite, et ça, clairement, c'est néfaste pour lui en termes de performance, hein. Klay n'est jamais aussi bon quand il est en confiance et quand il est à l'aise et souriant, moi je trouve, et donc ouais, globalement, moi je suis plutôt content que peu à peu, ils soient en train de retrouver son rythme offensif, mais la défense, je dois le dire, j'y crois de moins en moins. Donc voilà, après est-ce qu'on doit s'enflammer vraiment pour l'instant pour Klay Thompson avec son match à 54 points, même s'il a fait des bonnes perfs dernièrement, je suis pas sûr. Moi, j'attends quand même un échantillon un peu plus important. J'apprécie quand même que voilà, depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'il laisse un petit peu plus le jeu venir à lui, et ça, peut-être que ça peut lui permettre de rapidement passer un step dans son retour de blessure. Lui, qui à mon avis est toujours pas à 100%. Et par contre, bravo à lui pour ses grosses perfs, pour avoir réussi même 2-3 actions clutch dernièrement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Klay. C'est réussir à revenir très fort finalement. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter après tout ce qu'il a vécu. Mais aujourd'hui, force est de constater que non, il ne mérite plus, je crois, de faire partie du top ou de la crème des arrières en NBA actuellement. Pour Klay Thompson, on est plutôt d'accord. 63% d'entre vous le mettez au tier 3 et c'est là où je l'aurais mis aussi. 21% de nostalgiques l'auraient mis au tier 2 et moi je trouve que c'est trop élevé. 17% au tier 4, ça je trouve que c'est un peu trop sévère quand même, il a fait des belles perfs dernièrement. Non, malheureusement oui, dans le passé il aurait clairement mérité, il y a des saisons où on l'aurait mis tier 1 sans bégayer. Aujourd'hui c'est trop irrégulier et plus assez bon défenseur pour être au-dessus. Maintenant, voilà, je lui souhaite de revenir à son niveau, mais pour le moment je trouve que malgré quelques bons petits flashs et quelques grosses perfs qui nous ont tous fait plaisir, la route paraît encore un petit peu longue pour viser mieux que le tier 3. Donc oui, pour moi, il est à sa place, jusque-là en tout cas avec Jordan Poole et Desmond Bane. Voilà maintenant, avec Gary Trent Jr., un autre joueur qui régulièrement est souvent évoqué dans les rumeurs de transfert. Pourtant, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Toronto cette saison, à part que l'équipe tourne mal ? Pas grand chose moi je trouve. Le mec, en tant que role player dans le Canada, je trouve qu'il fait ce dont il a besoin. Il défend fort, il se bat, il joue off-ball, il met des shoots clutch aussi. Non, ce qui lui manque, je pense, c'est juste la régularité. Les pourcentages sont loin d'être catastrophiques, il a 44% au global et 36% à 3 points, mais ils sont pas élites non plus. Surtout à Toronto, on a besoin de mettre des points, on a besoin de mettre des tirs avec un Fred VanVleet qui est hyper maladroit cette saison. Donc oui, pour l'instant, je crois qu'à Toronto, chez ces Raptors, il y a surtout besoin d'une autre star pour entourer Siakam et Anunoby, d'une autre valeur sûre au scoring. Et Gary Trent, malgré ses qualités, c'est pas celui-là, même s'il marque 18 points par match et que c'est plutôt pas mal. Là, moi ce que je vois, c'est qu'il a fait un début de saison compliqué, mais depuis fin novembre, je trouve qu'il joue plus juste, il a retrouvé son adresse, il a retrouvé son tir, et ça fait du bien. Malheureusement, son profil, qui je pense pourrait vraiment faire du bien à un contender, s'il le récupérait avant la deadline, c'est pas forcément celui qui actuellement permettra aux Raptors de relever la barre. Donc même si clairement, de temps en temps, il pourrait être un difference maker sur certains fins de match accrochés, il l'a fait régulièrement, mais c'est impossible de l'imaginer comme un go-to guy dans une équipe qui a des ambitions, parce que quand il est trop responsabilisé, on l'a déjà vu, Gary Trent Jr. peut vite atteindre ses limites. Et puis la régularité, on l'a également évoqué, c'est pas non plus sa spécialité. Donc tout ça, malheureusement, même si dans son rôle il est bon, le souci c'est que son rôle convient pas forcément avec la situation actuelle des Raptors, et c'est dommage parce qu'il a du talent je trouve, mais les difficultés de son équipe, qui à mon sens lui sont pas non plus principalement dues, pourraient le mener à faire ses valises d'ici la trade deadline et pourraient peut-être l'empêcher de viser trop haut dans ce classement et dans ses échelons. On va voir ce que vous en dites. Allez, pour Gary Trent Jr.,
Bah, je suis assez d'accord avec vous, vous êtes 53% à le mettre au tir fort, c'est là aussi où je l'aurais mis, hein, même si je pense qu'il pourrait viser plus haut dans une autre équipe, et dans une équipe où son rôle serait plus utile en tout cas, mais là au vu de la situation actuelle de son équipe, même si comme je l'ai dit depuis novembre il met ses shoots, ouais c'est difficile de viser plus haut que le tir fort, moi ça me va bien de le mettre avec des gars comme Dillon Brooks, donc vous êtes 53% à être d'accord avec ça, 37% l'aurait mis au-dessus, je peux l'entendre, mais moi ça me semble un petit peu haut ce niveau, quand je vois que c'est le niveau de Klay Thompson, Desmond Bane et Jordan Poole, et 5% l'aurait mis au tir 1, là on les connaît les fans canadiens, et 5% au tir 5, je trouve ça quand même un peu sévère. Non, tir fort c'est bien pour Gary Trent. À Utah, en ce moment, on parle énormément des perfs de Lauri Markkanen, à juste titre, qui permettent à une équipe qui à la base était destinée au tanking à jouer sérieusement pour le play-in actuellement, mais pour moi dans cette situation, il y a quand même un autre joueur à applaudir dès demain, de toute façon je suis pas sûr qu'on puisse applaudir d'une seule main, qui réalise sa meilleure saison en carrière, c'est Jordan Clarkson. Bon, ici moi je veux pas revenir sur ces fameuses menaces de coups de poing ou non, je préfère parler de comment il s'épanouit en tant que titulaire, en tournant à un bon 21-4-4, à 45% au global, et 35% à 3 points, c'est plutôt propre. Moi ce que j'aime bien avec Clarkson, c'est sa façon un peu, atypique de jouer. Non seulement c'est un arrière qui est adroit, qui a des bonnes mains en plus, qui a le sens du panier vraiment, mais en plus de ça, avec ses appuis qui sont toujours un petit peu surprenants, ses feintes, ses changements de rythme, c'est un mec qui arrive à s'approcher du cercle sans trop de soucis, sans pourtant être hyper costaud. Il peut aussi balancer des flotteurs avec beaucoup de touchés, j'aime bien, et ça, ce toucher, ses qualités à la finition, des deux mains en plus, ça lui permet de scorer pas mal de points. Et cette saison, tout ça, il y arrive vraiment bien depuis qu'il est responsabilisé. Donc ouais, même si lui aussi, c'est pas vraiment un two-way player parce qu'il défend peu, même si au moins il est agressif, malgré les erreurs qu'il peut faire de ce côté-là du terrain, ça reste surtout un scoreur, c'est sûr, qui a besoin du ballon pour exister aussi, ça c'est évident, mais je trouve que, malgré ces choses qu'on peut reprocher un peu, il a un vrai rôle à Utah et un impact réel dans cette team Cinderella qu'est le Jazz cette saison en fait. Donc ça suffira sûrement pas, je pense, pour être All-Star comme lui le revendique actuellement, il l'a dit dernièrement, je pense que je mérite d'être All-Star parce que c'est à Salt Lake City et que je fais une saison énorme, à mon avis ça va être un peu juste pour Utah pour avoir 2 All-Stars, mais quand même, ce que montre offensivement Clarkson cette année, en étant plus responsabilisé à la création, ça reste de très haut niveau en fait, lui qui atteint les 20-25 points avec de plus en plus de régularité, qui a même livré une perf à 39 le mois dernier. C'est fort, donc ouais, il y a des limites des fois dans l'irrégularité, dans la défense et dans le déchet qu'il peut y avoir, même s'il y en a de moins en moins. Et globalement, moi, Jordan Clarkson, ça reste un joueur qui depuis le début de la saison m'impressionne pas mal. Et Jordan Clarkson, globalement on est d'accord, 77% d'entre vous le mettez au tir 3. Pour moi, il fait clairement la meilleure saison de sa vie depuis qu'il est titulaire à Utah. Et effectivement, sur sa carrière, je l'aurais mis plus bas, mais là on n'est pas pour juger de sa carrière, juste de sa saison. Et dans cette équipe qui assure et qui est une bonne surprise et qui raconte une belle histoire cette année, Clarkson a un excellent rôle, et pour moi cet excellent rôle, même s'il est surtout offensif, il mérite le tir 3 dans son efficacité et sa justesse. Quand je vois les autres qui sont au tir 3, je me dis que Clarkson a sa place parmi eux. Avec Bradley Beal, je trouve qu'on a un petit casse-tête à évoquer, parce que moi-même je sais pas trop quoi penser de sa situation, et j'ai l'impression que quand on parle de lui, quand on veut évaluer son niveau, on reste un peu bloqué sur sa saison 2020-2021 à 31 points par match. Et pourtant, force est de constater, je trouve, que depuis ce moment-là, depuis cette saison-là, l'arrière c'est plus vraiment le même. Ok, ses pourcentages sont plutôt propres, 52% au global et 34% à 3 points, c'est ok, mais sa moyenne, ça fait 2 ans qu'elle plafonne autour des 23 points, et vraiment moi, plus que ses stats, je trouve que son niveau a largement baissé, au moins dans l'impact et dans la volonté qu'il a de gagner des matchs, ou la volonté justement d'être utile et impactant pour son équipe. En fait, vraiment, j'ai l'impression qu'il est plus soft qu'avant, moins impliqué, et je parle même pas de sa défense qui pose vraiment question, alors que c'est un mec qui est capable, au moins un minimum. Pour être honnête, bon, ça va être sévère et je vais exagérer exprès, mais on se demande presque si aujourd'hui, c'est pas presque Porzingis et Kuzma, les joueurs les plus importants de l'équipe, ou qui pèsent le plus sur la win. Bien sûr, je le répète, je vais loin volontairement, mais c'est pour vous montrer, c'est pas normal qu'on se pose, ne serait-ce qu'on puisse se poser la question, même si la réponse ce sera ok, c'est Bill le plus important, mais ne serait-ce le fait qu'on puisse se poser la question, est-ce que c'est Bill ou Kuzma et Porzingis les plus importants, ça montre peut-être qu'il y a un problème, et moi vraiment, je suis pas sûr que c'est lui qui ait le plus d'impact sur la win à Washington ces derniers temps. En fait, j'ai l'impression qu'il est fini, le temps où Bill pouvait, à lui tout seul presque, amener une équipe en play-off, et les blessures ont pas aidé, je crois, c'est sûr, on va pas le cacher, de toute façon. S'il a re-signé à Washington cet été, c'est avant tout pour la thune, sûrement en tout cas, et en parallèle, moi je sens une certaine lassitude dans son jeu, comme si en fait, ça fait des années qu'il finit dans le ventre mou de la NBA, on comprend, ça laisse des traces, je pense, mentalement, et malgré ces millions de dollars, il doit être content de les toucher, ces millions de dollars, moi je suis pas sûr qu'on ait un Bradley Beal qui soit vraiment très heureux à la capitale. C'est pas l'impression qu'il donne en tout cas. Alors oui, ça reste un super attaquant, avec des qualités énormes dans la création pour lui-même, mais qui aujourd'hui, moi, me semble pas assez impliqué, pas assez motivé pour avoir un réel impact
impact dans la victoire pour son équipe. Et ça, à mon sens, dans un live où on classe les joueurs en tiers, ça va forcément le desservir. Après, c'est sûr, si déjà il pouvait éviter de se blesser tous les 4 matins, même si bien sûr on va pas lui en vouloir pour ça, lui qui galère avec ses ischios qui le laisse pas tranquille, peut-être que ça l'aiderait à retrouver son rythme, peut-être que ça l'aiderait à retrouver de l'envie. Mais malheureusement, pour le moment, j'ai l'impression qu'il est encore loin de son rythme, de son niveau et de son envie. Et voilà, c'est vraiment un casse-tête, comme je disais, Bradley Beal, je sais pas vraiment quoi en penser. Et on mise pas, on va pas juger par rapport aux attentes, je l'ai assez dit, mais je suis déçu de ce que je vois de son côté et du côté de Washington globalement, avec ce qu'il engendre autour de lui. Et Bradley Beal, globalement, je vous ai trouvé sévère, parce que quand même, vous êtes 46% à le mettre au tir fort, et ça, je trouve quand même que c'est sévère, parce que ça reste quand même un attaquant super gifté dans la création pour lui-même, il fait partie des meilleurs en NBA, même si effectivement il est plus impliqué, plus motivé, son talent pour moi, ça lui permet au moins de viser le tier 3, jamais je l'aurais imaginé au tir fort, mais voilà, par contre vous êtes 54% à le mettre au tier 3, c'est là où je l'aurais mis aussi, et c'est déjà assez décevant, ça fait flipper, normalement un Bradley Beal, ça doit être dans les 2 premiers tiers, et voir que maintenant il est qu'au tier 3, ça montre que sa saison est très compliquée. Tier fort, je suis pas d'accord avec ça, c'est trop sévère, mais déjà tier 3 ça me surprend, même si c'est là où je l'aurais mis aussi. En début de saison, jamais de la vie j'aurais pu imaginer classer Bradley Beal dans ce tier 3 avec des joueurs comme Poole, comme Bane, comme Thompson ou comme Clarkson. Donc et pourtant je pense que c'est son niveau pour l'instant, en tout cas actuellement cette saison quoi. Allez, voici Tyrese Maxey, le pétard ambulant des Sixers, comme je l'appelle, qui avait commencé sa saison sur les chapeaux de roue, avec une insolence assez folle au tir, et de loin notamment, et des vrais progrès je trouve dans son shoot extérieur, notamment en pull-up ou en transition, où jamais il hésitait à dégainer à 3 points notamment, et je trouve qu'il faisait énormément de bien à cette équipe de Philly. En parallèle, sans être le plus grand défenseur du monde, c'est clair, je trouvais quand même qu'il faisait le job, grâce à sa faculté à se jeter sur les lignes de passe, à fuser en contre-attaque, et son intensité et son envie. Donc non, c'est pas un bon défenseur, mais il compense. En tout cas, il compense, il monte de l'envie, et ça, ça permet au moins, je trouve, de faire 30-40% du taf pour être un défenseur au moins correct. Problème, on a un arrière qui s'est quand même gravement blessé à la cheville récemment, qui a manqué plus d'un mois de compétition, et depuis son retour, on va pas le cacher, les choses sont un petit peu plus compliquées pour lui, d'autant plus dans une équipe qui a largement appris à exister sans lui. Là, globalement, en moyenne, depuis le début de la saison, rien à dire si on regarde ses stats. Il est à 21 points à 46% de réussite au global, 39% de loin, c'est propre. Le problème, c'est que son adresse longue distance, elle a beaucoup chuté depuis son retour de blessure, et si je suis complètement honnête, perso, j'avais l'impression qu'il superformait peut-être un peu depuis le début de la saison. Et là, même si c'est précipité de tirer des conclusions, parce qu'il est revenu que depuis 15 jours, son niveau récent semble le confirmer un peu. Peut-être que son réel niveau, c'est celui qu'on voit actuellement à Maxey, et que son début de saison, c'était juste quelque chose d'exceptionnel. Et en vrai, moi, quand je vois la complémentarité du 5 qui a été mise en place avec Melton et Tobias Harris notamment, je me demande parfois si Maxey serait peut-être pas plus efficace en tant que 6ème homme, parce qu'il y a déjà beaucoup de scoreurs dans le 5, avec un Harden en plus qui est en train de monter en pression, on en parlera tout à l'heure, et je suis persuadé qu'il apporterait énormément dans la seconde unit dans ce rôle de dynamiteur, tandis que Melton, avec son aspect défensif et sa polyvalence, je le trouve très complémentaire dans le 5 de départ. Mais bref, c'est un autre débat. De toute façon, ça semble pas forcément être dans les plans de Doc Rivers jusque-là, et si on prend un petit peu de recul, sa blessure et ses difficultés après son retour doivent pas non plus nous faire complètement oublier le début de saison excellentissime qu'il a produit. Donc voilà, il va falloir essayer de placer le curseur comme il faut, ça va être compliqué, entre ce qu'il a montré en début de saison et ce qu'il montre actuellement, c'est pas le même joueur, c'est pas les mêmes perfs jusque là, j'avoue ça fait pas forcément longtemps, et on peut lui laisser encore un peu de temps, on va pas non plus être trop sévère, mais moi ce que je me dis c'est voilà, maintenant à lui de retrouver au plus vite un moyen d'avoir à nouveau un impact sur la win, quelque chose d'important, et on verra, de toute façon volontaire, de toute façon comme il est, vu toute l'envie qu'il a, je me dis on y croit, c'est qu'une question de temps pour Tyrese Maxey avant qu'il retrouve le bon tempo. Ok pour Tyrese Maxey, je suis plutôt d'accord avec 65% d'entre vous qui le mettaient au tier 3. Ceux qui le mettent au tier 4, je peux entendre, mais pour moi, c'est sûr, son niveau actuel, en tout cas depuis son retour de blessure, j'avoue, c'est plutôt tier 4, mais je peux pas le juger que là-dessus, je peux pas oublier tout le début de saison exceptionnel qu'il a fait, et pour moi ça compense et ça le met en tier 3. De toute façon, si on jugeait que le début de la saison, pour moi il méritait d'être au tier 2 à la limite. Si on juge que son retour de blessure, il mérite d'être au tier 4, donc si on fait le mix des deux, je me dis que tier 3 c'est plutôt propre, et c'est plutôt méritant pour Tyrese Maxey, à voir comment il continue, et quand je vois que Jordan Poole est au tier 3, quand je vois le début de saison de Tyrese Maxey aussi, c'est mérité, même si tous les deux ont connu des trajectoires un peu différentes, avec un Poole qui a commencé doucement et qui explose maintenant, Tyrese Maxey c'est un peu l'inverse, ouais, ça me semble pas mal, ce tier 3 pour Tyrese Maxey.
Allez, go RJ Barrett maintenant, un cas difficile à jauger je trouve, même s'il vient là en même temps que le live de mettre un dunk qui permettait aux Knicks d'aller en prolongation face aux Raptors pour le Martin Luther King Day, mais on va pas trop se fier à ça, et on va essayer de parler de ce que je pense de lui depuis le début de la saison, et pas juste sur ce shoot méga clutch, et même le gros match qu'il fait face aux Raptors là, juste devant nos yeux. Et moi RJ Barrett, alors que je le trouvais un petit peu timoré, voire timide en début de carrière, je trouve qu'aujourd'hui, bien que l'équipe des Knicks globalement tourne pas trop mal, il a tendance parfois à trop forcer, et à pas laisser suffisamment le jeu venir à lui. Et ça, j'ai l'impression qu'il a du mal des fois à placer le curseur entre le trop un peu, le trop faire et le pas assez. Là, globalement, il tourne à 20 points par match, un peu plus de 5 rebonds, c'est bien, mais ses pourcentages, 43% au global et 33% de loin, c'est un petit peu moyennasse, si je peux me permettre. Surtout que j'ai l'impression que là, en forçant souvent trop en attaque, il en oublie un petit peu la défense par rapport à avant. Bon alors, bien sûr, je vais pas dire que c'est un trou noir, ça reste un défenseur qui est au minimum average, voire average plus, mais je retrouve plus l'énorme impact qu'il était capable de mettre auparavant de ce côté-là du terrain, quand il était rookie et sophomore, avec une vraie science du placement et des bras très longs qu'il arrivait très bien à utiliser. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il met moins d'énergie et c'est dommage, donc il fait toujours le taf, mais il est moins élite qu'à l'époque. Après, maintenant, il faut le dire, lui aussi s'est blessé dernièrement, ça avait donné un petit peu de temps de jeu à Evan Fournier, il a manqué 2 semaines de compétition en gros, ça a pas aidé, et pour son retour directement, il a brillé avec 27 points. Mais encore une fois, sur ce match-là, moi je trouve qu'il a sûrement encore peut-être un peu trop tiré dans une équipe où on a du Julius Randle et du Jalen Brunson qui ont aussi besoin de leur ticket shoot et sont capables de mettre des points. Donc oui, Barrett le Canadien, ça n'en reste pas moins un basketteur de talent, on l'a vu, le mec qui est capable de remonter tout le terrain à lui tout seul pour aller dunker sur Scotty Barnes et décrocher une prolongation, c'est fort, mais il montre actuellement aussi d'autres limites à mes yeux, notamment dans sa façon de respecter un petit peu le flow du jeu. Mais bon, tant que les Knicks gagnent globalement, même si c'est un petit peu frustrant, difficile de le balancer complètement sous le bus, RJ Barrett, il continue à apporter au scoring, dans son jeu en ISO il peut faire de belles choses, il peut être clutch, on l'a vu aussi, tout ça c'est fort, et voilà, moi si je fais le bilan, j'aimerais quand même davantage le voir impliqué dans la création pour les autres, il est tout à fait capable de faire des matchs à 10 passes décisives quand il en a envie, et ça pour moi c'est le step supérieur, parce qu'il en a pas souvent envie, souvent il joue quand même beaucoup pour lui, et ça lui permettrait je pense de gagner en régularité dans son impact, ce sera une des clés. Si les soirs il met pas ses shoots, il arrive vraiment à jouer pour les autres, là à mon avis il pourra grandir et progresser le RJ Barrett, et passer au niveau supérieur. Néanmoins, j'apprécie que malgré son jeune âge de 22 ans, c'est un mec qui se laisse pas abattre par la critique, qui continue à bosser, c'est déjà pas mal, je me dis que son heure viendra, si elle est pas déjà en train de venir, et voilà, c'est surtout probablement une question de maturité et d'expérience, parce que clairement, du talent, RJ Barrett, il en a plein les mains. Pour RJ Barrett, 81% d'entre vous, donc une grosse majorité, vous le mettez au tier 3 et je suis d'accord avec ça, vraiment je suis d'accord avec ça. Bon, il y en a 10% qui le mettent au tier 1, qui ont apparemment été très influencés par le panier clutch qu'il vient de mettre, 5% le mettez au tier 2, 5% le mettez au tier 4, non vraiment, on a une très très grosse majorité au tier 3, et oui, pour moi c'est son niveau, il a le talent pour viser plus haut, mais pour viser plus haut, il doit avoir davantage de régularité, et peut-être jouer davantage avec les autres. Mais maintenant voilà, s'il continue, franchement depuis son retour de blessure, on a un Thibodeau qui le fait énormément jouer, et s'il continue aussi à s'adapter au jeu avec Brunson, à mon avis ça a été difficile pour lui de s'adapter à l'avenue de Brunson, franchement il a le talent et le potentiel pour viser plus haut, mais pour ça il faudra montrer peut-être un échantillon plus important à mon avis. Dans les jeunes joueurs qui débordent de talent, mais qui probablement manquent de maturité, sûrement, voici Jalen Green des Rockets, un scoreur qui est gifté de ouf, tant 1 contre 1 il peut défier n'importe qui dans la ligue, pour créer son tir et aux 3 niveaux, moi je trouve que ce qu'il montre c'est déjà élite, pourtant, même si ça peut être excusé par l'absence totale de fond de jeu des Rockets, qu'est-ce qui croque, je trouve, quand même, le Jalen Green. Bon, après, il tourne à 21 points par match, mais en parallèle, il shoot à 40% au global et 32% de loin. C'est quand même pas ouf du tout, c'est même limite médiocre. Après, je sais, c'est toujours la même chose, toujours le même débat concernant Jalen Green, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui insistent sur le fait que son talent est exceptionnel, mais qu'il n'est pas suffisamment mis en valeur au vu de la situation exécrable des Rockets, et ceux qui pensent que son manque de maturité, sa sélection de tir qui est compliquée, ses choix offensifs douteux, ne lui permettraient pas d'avoir mieux qu'un rôle de dynamiteur en sortie de banc dans une équipe qui serait plus ambitieuse, et disent aussi que les mauvais résultats des Rockets sont dus au fait qu'ils croquent trop, et moi je peux vraiment entendre ces 2 arguments. Je me dis finalement que plutôt que dans les extrêmes, la vérité doit peut-être se situer un petit peu au milieu, entre les deux en tout cas. Maintenant, je vais pas non plus faire que le critiquer, parce qu'il y a aussi des points positifs avec lui. Moi j'aime son mental, j'aime la confiance qu'il a en lui, j'aime son agressivité aussi, il a pas du tout peur de prendre les shoots clutch, et on l'a vu de temps en temps, sur les money time des Rockets, absolument tout passé par lui, et peut-être un peu trop pour pouvoir espérer la win, mais au moins il a pas peur, et voilà, après tout ça c'est fort, j'aime bien, mais peut-être je me dis, vu la faiblesse de l'effectif, ça reste, tout ça même reste à relativiser
relativiser. Donc pour conclure le concernant, je pense que oui, Green c'est un super scoreur, même s'il n'est pas vraiment impactant de l'autre côté du terrain, mais voilà, lui aussi il doit vraiment apprendre à jouer avec les autres, il doit gagner en XP, en maturité, soigner sa sélection de tir, essayer de commettre moins de déchets, tout ça ce sera important, et même si le fait de lui donner carte blanche à Houston lui permet clairement de se montrer statistiquement, mais je suis pas sûr que la franchise représente l'environnement le plus propice pour se développer, le plus sain pour se développer. À mon avis, si on continue à lui montrer que croquer c'est la seule façon de jouer au basket, je dis pas que je lui jette même pas la pierre, hein, parce qu'on lui demande de croquer, on lui laisse carte blanche, on le laisse libre, mais si on continue à lui faire penser qu'il faut qu'il joue comme ça pour être bon, j'ai peur que malheureusement il atteigne vite sa limite, lui qui pourtant, à mon sens, au vu de son talent, vaut au moins un petit peu mieux que ça quand même. Alors, pour Jalen Green, ça a été très serré, parce que y a eu énormément de votes au 3, au 4 et au 5, et c'était très serré. Vous étiez 39% à le mettre au 3, 39% à le mettre au 4, et 22% à le mettre au 5. Du coup, pour moi, vu qu'il y a égalité entre le 3 et 4, mais qu'il n'y a eu aucun vote pour le tier 2 et pour le tier 1, on va comptabiliser les votes au tier 5, et couper la poire en deux, parce que au final, vous étiez 51, non, même plus, 61% à le mettre soit au tier 4, soit au tier 5, donc à mon avis, c'est le tier 4 qui paraît le plus cohérent. En tout cas, c'est ce que donne les stats et c'est ce que donnent les chiffres, donc c'est normal de le mettre là. Et oui, c'est compliqué. Moi je trouve que ouais, il est plein de talent, c'est une boule d'énergie quand il rentre sur le terrain, il est offensivement, c'est vraiment un crack en 1 contre 1, en ISO, il est déjà plus fort que la moitié des joueurs de la ligue, et même plus que la moitié des joueurs de la ligue. Mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'à Houston, on est en train de gâcher son talent, et qu'on l'utilise pas de la bonne façon, on lui demande trop de tout faire, et les mauvaises habitudes qu'il est en train de prendre, il faudrait pas qu'elles s'ancrent trop longtemps, parce que ce serait dommage qu'un talent comme Jalen Green reste un croqueur toute sa vie, parce qu'il est capable d'être bien mieux que ça. Là, avec Josh Hart, voici un profil bien différent de tous les autres quasiment depuis le début de ce live à mes yeux, parce que même s'il peut scorer, il a déjà montré les saisons précédentes que quand on le responsabilisait, il pouvait faire de gros cartons. Lui, son focus principal, c'est pas les stats, c'est vraiment l'équipe. C'est un joueur collectif, et l'idée d'apporter partout où il y aura besoin des deux côtés du terrain, ça fait vraiment partie de son ADN, ça fait vraiment partie de sa personnalité. Et moi je trouve que cet impact, effectivement, il se voit pas forcément dans les chiffres, lui qui tourne globalement cette saison à 10 points, 8 rebonds et 4 passes de moyenne. Bien sûr, dit comme ça paraît pas ouf, seulement 10 points, mais c'est quand même archi complet, et en plus de ça, moi j'apprécie vraiment sa justesse, lui qui tourne à plus de 50% de moyenne au tir, et prend que les tirs de loin ouverts, sachant très bien que c'est pas sa spécialité. Il connaît ses spots, il va pas insister de loin, et il va réussir à scorer autrement, et surtout à être efficace au rebond, aux passes, à faire toutes les petites choses qui sont très utiles pour son équipe. En fait, moi j'aime bien, si tu lui donnes la balle, il peut distribuer ou créer pour les autres, même si ça, forcément avec des gars comme Lillard ou Anthony Simons, qui sont souvent utilisés en attaque, et souvent utilisés balle en main, ça se voit moins, ça se voit pas sur tous les matchs en tout cas, mais quand ils sont pas là, y a pas de problème, on a un Josh Hart qui pourra prendre le relais à la création, qui pourra aller prendre les rebonds, qui pourra aller défendre un petit peu, qui pourra aller mettre le petit drive qu'il faut quand il faut, et ouais, on a un gars qui est capable de dépanner partout, et moi je trouve ça appréciable. Donc non, c'est clair que Josh Hart ce sera jamais un franchise player, ça semble à peu près sûr, en tout cas pas dans une équipe qui gagne, mais je pense qu'il peut être un maillon très utile, un mec sur qui tu peux compter, qui sera régulier, et pour lequel tu sais quoi t'attendre en fait, tu sais vraiment ce qu'il pourra faire soir après soir, avec une régularité folle quoi, il va prendre ses 10 points, il va prendre ses rebonds, il va faire des passes, il va défendre, et il va être complet quoi, il va jouer surtout intelligemment en faisant peu d'erreurs, et pour moi ça c'est une des grosses forces de Josh Hart. Donc oui, évidemment tout ça, moi j'aime bien, ça lui permettrait pas de se classer super haut aujourd'hui, ça semble certain, il y a trop de concurrence pour ça, surtout que en termes de scoring, il me semble que ça doit être celui qui score le moins de tout le live d'aujourd'hui, celui qui a la moyenne la plus basse de tous nos arrières. Cependant, voilà, si vous avez besoin de dureté, si vous avez besoin d'intelligence de jeu, de QI basket, de professionnalisme aussi, je trouve que Josh Hart peut vraiment, parfaitement en tout cas, jouer le rôle de catalyseur dans une team ambitieuse, et ça, Portland s'en sert très bien, et il est très utile pour cette équipe des Blazers, et quel que soit le tir où il est classé, je suis bien conscient qu'il visera pas trop haut, mais moi je tenais vraiment à mettre ça en valeur et en avant. Josh Hart, voilà, on est d'accord, et ça me fait plaisir, même s'il marque que 10 points par match, vous êtes 57% à le mettre au tir fort, et c'est là où je l'aurais mis. Franchement, je le trouve trop complet pour le mettre au tir 5, même si 14% d'entre vous l'auraient mis au tir 5, peut-être pas assez, comment dire, puissant offensivement pour le mettre plus haut, même si vous étiez quand même 24% à le mettre au tir 3, moi ça me semble un petit peu exagéré, vous étiez 5% à le mettre au tir 2, là, vraiment trop, donc oui, ce tir fort, ça me semble bien, et ça me semble mérité. Quand on regarde juste ses stats, on a envie de le mettre plus bas, mais quand on se rend compte de l'impact qu'il a, de la justesse qu'il a, et ceux des deux côtés du terrain, pour moi un tir fort, ça me semble bien mérité pour Josh Hart, et ça me fait plaisir de le mettre là.
Voici Devin Booker, et ça me fait limite de la peine d'évoquer son nom, de dire son nom, tant sa blessure là récemment, ça fait depuis Noël quand même, m'a fait mal au cœur. Et avant de se faire mal à l'aine là, fin décembre, je trouvais juste son niveau de jeu exceptionnel, et surtout, le sérieux qu'il montrait, et des deux côtés du terrain en plus, me laissait plutôt bouche bée. Clairement, moi je trouve qu'il s'est imposé comme le franchise player de ses Suns, mais aussi peu à peu, comme l'un des visages de la ligue, clairement, tant il arrivait, avec son niveau de jeu, à porter Phoenix régulièrement vers la win, chose qui est beaucoup plus difficile là pour les Suns depuis qu'il est absent, tant on voit l'équipe plonger dans les classements depuis qu'il est plus là. Et ça, je trouve que c'est clairement un synonyme de son impact en vrai. Et voir qu'avant de se péter, il tournait en 27-5-5 en moins de 35 minutes, parce qu'on parle tôt, je trouve, d'un joueur comme Booker dans ce live, il joue moins de 35 minutes, avec des pourcentages très très propres, et je trouve que c'est encore plus à mettre en avant et à mettre du respect pour lui, parce que la difficulté des pull-ups qu'il prend, c'est assez dingue, donc voir les pourcentages avec la difficulté de ses tirs, c'est cool, et pour moi, tout ça ajoute de nouveaux éléments qui prouvent le talent de Devin Booker. Son match à 58 points juste avant de se blesser face aux Pelicans, c'était juste une masterclass, on va se l'avouer, et vraiment, moi je trouve que cette saison, Booker montrait qu'il possédait complètement le contrôle de cette équipe de ses Suns qui est ambitieuse, lui qui déjà à 3 autres reprises, avant ses 58 points, avait dépassé la barre des 47 saisons. Ça commence à parler très très sérieusement lui. Là, donc lui, moi je trouve, en plus d'être un attaquant qui est très élégant, qui affiche ce côté complètement inarrêtable lors des bons soirs, il arrive à provoquer un sentiment que seuls les plus grands sont capables de susciter un peu. T'as l'impression que quelle que soit la défense que tu lui proposes, il s'en sortira, et de manière souvent très très juste en plus, très intelligente. Et là où il a fait énormément de progrès, je trouve, c'est dans son QI basket et dans sa sélection de tir. Donc maintenant, on peut aussi parler de ses coups de chaud, évidemment, qui sont vraiment somptueux. Et oui, on a Booker, quand on aime le basket, forcément, quand on aime les joueurs élégants offensivement, on est obligé d'aimer Devin Booker. Malheureusement, voilà, ça fait déjà un petit moment qu'on l'a plus revu sur le parquet. J'espère que pour son retour, il retrouvera vite son excellent rythme. Pour être honnête, j'ai pas trop de doutes à ce propos, mais c'est quand même dommage, parce que pour moi, il était, clairement, il était en train de réaliser sa meilleure saison en carrière, il était vraiment en train de passer un step. Et le fait que les Suns, là, ils ont vraiment du mal à mettre un pied devant l'autre depuis qu'il est plus là, mais je trouve que ça montre encore plus sa valeur à cet arrière. Ok, pour Devin Booker, alors il y a eu quand même des hésitations, mais bon, 67% d'entre vous, on a notre premier joueur dans les 2 premiers tiers, et lui il va même quasiment au tier 1, 67% d'entre vous, vous le mettez là, 33% le mettez au tier 2, moi je trouve que c'est sévère de le mettre au tier 2, alors peut-être que vous lui reprochez sa blessure, et peut-être que oui, alors certains disent que c'est une espèce de qualité de pas se blesser, et peut-être que c'est ce que vous lui reprochez, parce qu'il aurait eu besoin d'avoir un échantillon supérieur, parce que à part ça, moi je vois pas vraiment ce qu'on peut lui reprocher, je trouve qu'il était vraiment en train de passer dans une autre dimension, et que clairement, oui, en sa présence, Phoenix montrait un tout autre visage, et vraiment, pour moi, il fait clairement partie des meilleurs arrières de la ligue. Donc tier 1, pour moi, Devin Booker, c'est quasiment une évidence. Tier 2, ouais, peut-être que vous lui reprochez ses blessures, parce que vraiment, à part ça, moi, j'ai rien à critiquer chez Devin Booker. Hop, voici CJ McCollum, qui selon moi, depuis qu'il est arrivé à la Nouvelle-Orléans, est plutôt utilisé comme un meneur que comme un arrière. Mais bon, je vais pas rentrer dans un débat que je veux éviter, justement, du coup on va suivre notre référentiel commun basketball référence, et le considérer comme un poste 2. Et ça change pas grand chose au final, parce que de toute façon à la fin on parlera de tous les joueurs. Et moi ce que je trouve, c'est que McCollum, tout comme les Pelicans d'ailleurs, qui pourtant galèrent, avec leur infirmerie qui est toujours pleine, est en train de nous pondre une saison qui est pas loin d'être fantastique. Autant quand on a Ingram et Zion qui sont là, il peut se muer en option 2 ou en option 3 sans problème, capable d'être efficace on-ball, mais aussi off-ball, autant quand ils sont pas là, il prend tout le poids de l'équipe sur ses épaules, il le fait bien, et ça leur permet vraiment de pas couler grâce à un impact offensif que je trouve très propre, et pas loin d'être hallucinant. Si les Pels jouent encore les premières places de l'Ouest, là, malgré les absences, à mon avis, ils peuvent amplement remercier McCollum, qui cette saison tourne quand même à 21 points et 6 passes, mais qui a clairement augmenté ses chiffres jusqu'à tourner à 29 points par match depuis début janvier. C'est exceptionnel. En gros, à partir du moment où Zion s'est fait mal et où il s'est absenté, on a McCollum qui a dit « Ok, vous voulez que je prenne les commandes, je le fais. » Et là, je le trouve excellent. Après, forcément, pas grand chose à dire de plus. Je le trouve très fort pour ses pourcentages en de plus qui sont très corrects. 43% au global, ok, c'est pas ouf, mais surtout 40% de loin et même plus de 50% de moyenne dans les 2 dernières semaines. C'est génial. Donc oui, McCollum est excellent, vraiment, ces derniers temps. Après, ok, c'est pas un expert de la défense, mais c'est pas grave, d'autres le font à la Nouvelle-Orléans, et voilà, moi je me dis, pour sa capacité à être impactant, quel que soit son rôle, et quelle que soit la hiérarchie dans la liste des scoreurs de la Nouvelle-Orléans, je pense qu'il est super important de lui donner du respect. Aujourd'hui, c'est un vrai leader, qui sait jouer pour lui, mais aussi pour les autres, qui donne l'exemple aussi, qui communique beaucoup, je trouve, avec les jeunes, et qui s'affiche en patron, en général, sur le terrain, et moi, ouais, même s'il a vraiment son côté exceptionnel, ça fait que 2 semaines qu'il affiche, globalement, je reste quand même très satisfait de la première
moitié de saison de CJ McCollum. Je pensais pas qu'il réussirait autant à limiter la casse à ce point en se retrouvant un petit peu seul, et force est de constater que en ce moment particulièrement, il le fait avec brio, même si effectivement ça peut pas représenter tout son début de saison, mais bravo à ce que fait CJ McCollum jusque-là, moi je pense. Pour CJ McCollum, pas trop d'hésitation, 82%, vous le mettez au tier 2, 9% au tier 1 et 9% au tier 3. Pour moi, tier 3 c'est trop bas, tier 1 c'est trop haut. Pour moi, tier 1 c'est vraiment réservé aux élites, aux vrais franchise players, aux options 1, aux go-to guys de l'équipe. Alors c'est le rôle qu'occupe CJ McCollum depuis pas longtemps, mais chez les Pelicans globalement on sait que c'est pas lui. Par contre je le mets au-dessus de tous les autres et je trouve ça très bien dans ce nouveau rôle en tout cas qu'on lui a donné à la Nouvelle-Orléans, que Willie Green lui a donné. Je le trouve super épanoui. En plus de ça, pour une fois il reste en bonne santé. Un tier 2 pour CJ McCollum, ça me semble amplement mérité, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Après Jordan Clarkson, dans la famille des anciens 6e hommes qui sont passés titulaires, voici Tyler Herro, qui même si globalement Miami galère cette saison, moi je trouve que lui, il s'en sort plutôt bien globalement dans son nouveau rôle. Parce que ouais, 21 points, 6 rebonds et 4 passes, que des records en carrière dans ses lignes statistiques, c'est plutôt pas mal. Et en shootant à 45% au global et 39% à 3 points, c'est encore mieux. Là ce que j'aime, c'est que dans une équipe avec des vétérans comme Butler et Laurie, qui il faut le dire, galèrent un petit peu au niveau de la santé cette saison, et aussi une valeur sûre au poste de pivot comme Bam Adebayo, mais quand il y a besoin d'un shoot clutch, dans le money time, c'est quasiment toujours à Tyler Herro qu'on donne les clés, que Spoelstra donne les clés et qu'à Spoelstra donne les responsabilités. C'est souvent l'homme de la situation, quand il faut mettre un game winner ou au moins le tenter, et je trouve que là-dedans il s'en sort plutôt bien, parce que des game winners il en a déjà mis 3 depuis le début de la saison, et pour ça bravo à lui. Comme le dit Oladipo, ça m'a fait rire, avec un nom comme ça, t'as pas le choix, tu dois l'enfiler ce costume de héros, et ça, Tyler il y arrive plutôt pas mal. J'apprécie également qu'il puisse créer balle en main, c'est pas juste un scoreur, même si voilà, bien sûr en premier lieu il va avoir tendance à créer pour lui, mais il peut aussi donner la balle et distribuer un petit peu pour les autres quand il est trappé, il peut aussi laisser la balle courir, il peut se démarquer off-ball, assurant catch and shoot derrière, et ça fait déjà une très belle panoplie offensive pour lui. Maintenant en défense, faut le dire, c'est pas élite, mais c'est pas catastrophique non plus, ça fait à peu près le taf, et moi ce que je retiens, c'est qu'au vu de son volume et de ses pourcentages, lui qui tente quand même près de 9 tirs à 3 points par match, il est l'un des shooters à 3 points en tout cas les plus efficaces de la ligue, et ça, quand on voit la difficulté des tirs qu'il prend, ça impose encore plus le respect, même si parfois, bien sûr, j'aimerais qu'il soigne un petit peu sa sélection, et qu'il arrête de balancer des bombes à 10 mètres qui sont parfois inutiles. Mais c'est ça, après, c'est son jeu plein de culot, où le mec a peur de rien. Et c'est aussi pour ça qu'on l'apprécie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? C'est que son bon niveau de jeu, ça permet pas forcément de faire gagner le 8. Et ça, c'est inquiétant. Et son irrégularité, lui qui peut marquer 8 points un soir et 35 le match d'après, ça aide pas pour un gars qui peu à peu s'impose comme une option essentielle d'une équipe de Miami. Là, pour passer ce step, il va falloir plus de régularité. Il est capable de devenir l'option 1 de son équipe avec le vieillissement des cadres, mais pour ça, il va falloir que oui, il soit plus régulier, que oui, il trouve son adresse tous les soirs, et que oui, il se montre impactant et moins invisible match après match en tout cas. Donc ouais, il va falloir qu'il progresse là-dessus, c'est sûr, mais en attendant, moi je me dis qu'il pourra se consoler en étant au moins en course pour le tout nouveau trophée de Jerry West du joueur le plus clutch. À mon avis, il est peut-être pas le favori, mais il peut faire partie des prétendants sérieux. Tyler Herro, voilà, moi je pense qu'il est à sa place. Plusieurs dans le chat disaient entre tier 2 et tier 3, c'est vrai qu'on a un tier 3 qui est assez hétérogène mine de rien, mais moi je trouve ça cohérent, 85% d'entre vous le mettent là, donc ça veut dire que c'est une grosse majorité, et effectivement c'est trop juste pour le mettre au niveau d'un mec comme McCollum. Pour moi il est à sa place dans le tier 3, et on a vraiment des profils très différents, et oui, il est bon, et ce qu'il fait cette saison ça a de la valeur, mais c'est peut-être un petit peu juste pour mériter le tier 2, même si 15% d'entre vous l'avez mis là, pour moi ça reste un petit peu juste, mais quand j'entends dire qu'il fait partie des meilleurs de ce tier 3, ouais, ils sont plusieurs à faire partie des meilleurs de ce tier 3, mais je trouve que globalement ça s'entend plutôt pas mal, donc ouais, c'est pas si mal, à mon avis il est à sa place ici. Donc maintenant, on va parler des familles encore. J'en parlais juste avant, et là c'est dans la famille des scoreurs qui arrivent pas à faire gagner leur team. Voici Zach LaVine. Et pourtant, avec des gars comme DeRozan ou Vucevic à ses côtés, difficile de dire qu'il est pas assez bien entouré. Et oui, parce que même lui en vrai, je trouve qu'en attaque il fait le taf, 24 points à 46% au global et 39% de loin, c'est très très respectable, surtout quand on ajoute à ça plus de 4 rebonds et plus de 4 passes, pour moins de 3 balles perdues en plus en moyenne par rencontre. Offensivement, c'est juste très propre. Alors qu'est-ce qui cloche ? C'est ses Bulls, et plus particulièrement chez Zach LaVine. Je vous le donne en mille, c'est la défense, pardi, et pas qu'un peu. À tel point qu'il y a quelques jours, apparemment, ça a chauffé dans le vestiaire. De nombreux joueurs des Bulls, et notamment DeRozan, auraient reproché à l'arrière de trop se concentrer sur le scoring, et de faire aucun effort en défense, et on avoue que sur ce coup-là, les coéquipiers de LaVine semblent avoir bien raison. En 1 contre 1, il se fait souvent bouffer, mais le pire est pas là, c'est off-ball à mon avis, je le trouve vraiment pas assez attentif, il se fait souvent prendre de vitesse, il fait des oublis, des oublis
qui sont presque rédhibitoires, il vient pas en aide, il a une fâcheuse tendance à beaucoup trop vite se jeter en transition, plutôt que de donner un coup de main à ses potes en cas de potentiel rebond offensif, et ça fait beaucoup. Et ça, si ça se voit pas forcément dans les stats, mais ça en devient super flagrant, je trouve, quand on observe les Bulls un petit peu jouer. Et quand on voit que dans la team, il y a que peu d'experts défensifs pour le cacher en plus, mais ça devient très handicapant pour Chicago, je trouve, la défense de Zach LaVine. Donc cherchez pas pourquoi l'équipe est décevante cette année, hein. Moi la réponse je vous la donne tout de suite, c'est à cause de la défense principalement. Et là-dessus, on a un LaVine qui a une bonne part de responsabilité. Donc oui, en attaque, rien à dire, le talent est là, la justesse aussi, l'efficacité aussi, c'est déjà ça de prix, hein. C'est clairement un très bon attaquant en NBA. Néanmoins, dans une équipe qui a tant besoin de défense pour gagner plus, LaVine devra absolument y mettre au moins un peu du sien et faire davantage d'efforts s'il veut permettre à Chicago de choper des wins et d'accéder aux playoffs. C'est quand même l'ambition. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que LaVine a déjà montré qu'il pouvait le faire. Mais cette saison, de ce côté-là du terrain, j'ai l'impression juste qu'il a pas envie. Il veut pas faire les efforts. Donc même si sa blessure au genou expliquerait, selon certains, pourquoi il s'économise autant de ce côté-là du terrain, moi je veux bien l'entendre. Malheureusement, dans un live comme ça, aujourd'hui, ça l'excuse pas. Et clairement, moi je me dis que de telles failles défensives, quels que soient tes pourcentages ou ton nombre de points inscrits, c'est pas acceptable à mes yeux quand t'as des ambitions. Et pour moi, c'est bien le principal problème de ce Zach LaVine 2022-2023. Et Zach LaVine, franchement, c'est presque à l'unanimité, hein. 71% d'entre vous le mettez au tier 3, 29% l'auraient mis au tier 2, et je comprends, ça se joue entre les deux tiers, vraiment. Offensivement, il est tellement bon qu'il pourrait viser le tier 2, mais voilà, Jordan Poole, c'est pareil, offensivement, lui aussi, hein, il fait, depuis que Curry est pas là, enfin en tout cas pendant l'absence de Curry, il tournait à 25 ou 27 points par match, c'est limite mieux que LaVine, et LaVine, défensivement, j'ai pas l'impression qu'il vaille beaucoup mieux que Jordan Poole, donc moi ça me choque pas de mettre Zach LaVine au même tier que Jordan Poole, même si on est conscient que Zach LaVine, normalement, il vaut mieux que ça. Peut-être que c'est son genou qui le gêne, peut-être que c'est la situation des Bulls qui le lasse, peut-être que c'est le manque d'envie qui fait qu'il est pas assez impliqué, mais son niveau, aujourd'hui, malheureusement, il est au tier 3, même si dans les jambes, en bonne santé et volontaire, il mérite beaucoup mieux. Ça montre que oui, pour l'instant, elle est décevante la saison de Zach LaVine. Allez hop, voilà Shai, il paraît. J'ai du mal à le dire, donc je vais continuer à l'appeler Shai. Et lui, je vais pas en faire des tonnes, vu qu'il y a peu de temps, j'ai sorti une vidéo à son sujet pour essayer de voir si oui ou non, il pourrait être le franchise player d'une équipe qui gagne. Donc si mon avis vous intéresse à ce propos, je vous invite à aller checker ça. Mais moi, ce que je retiens, le concernant, c'est qu'il est en train de faire une saison exceptionnelle. Il est en course pour 2 trophées individuels, celui de MIP, évidemment, vu sa progression, mais aussi, j'en parlais tout à l'heure avec Tyler Herro, le trophée de Jerry West, du joueur le plus clutch de l'année, lui qui, dans la ligue, au cours de cette campagne, est juste le meilleur scoreur de toute la NBA sur les Money Times. Alors oui, bien sûr, on a une équipe d'OKC qui gagne pas énormément, et parfois on le voit, l'expérience peut manquer pour assurer dans les fins de match. On a une équipe qui perd souvent de peu, c'est frustrant, n'empêche que sans Shai, je suis à peu près sûr que non seulement elle serait dans les bas-fonds de la ligue, cette équipe du Thunder, mais en plus elle prendrait de grosses dérouillées à chaque match. Alors oui, avec lui on a un attaquant élite, un joueur qui a également fait beaucoup de progrès en défense, dans une équipe où il est over-responsabilisé, c'est sûr, mais où il assure en étant méga efficace, avec des moyennes de 31 points et 6 passes, à plus de 50% au tir. Donc maintenant, je suis pas jusqu'à dire que c'est un excellent défenseur. Off-ball, il y a encore quelques erreurs, mais on-ball, je le trouve bien. En tout cas, il est plus patient, il prend moins de risques et je trouve qu'il défend plus intelligemment. En attaque, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il brille très fort, sans jamais forcer, et sa façon de manipuler les défenses avec ses appuis, ses feintes, son regard, son QI basket, sa vision de jeu, c'est assez magnifique, quoi. Donc maintenant, voilà. Lui, par contre, faut avouer que désormais, on a Basketball Référence qu'il a mis en meneur de jeu. Et pour moi, oui, c'est plus adapté, parce que Shai Gilgeous-Alexander, pour moi, c'est quand même avant tout un meneur de jeu. Sauf que, à l'époque où j'avais sorti ma vidéo sur les meneurs de jeu, Basketball Référence le considérait comme un arrière. Donc plutôt que de ne pas parler de lui, voilà, j'ai décidé de parler de lui aujourd'hui parce que pendant longtemps, Basketball Référence le classait comme un arrière. Et honnêtement, ça aurait été vraiment dommage de le zapper, vu la superbe saison que Shai Gilgeous-Alexander est en train de nous pondre. Donc à mon avis, il lui manque que quelques wins supplémentaires pour définitivement convaincre l'intégralité des observateurs de son statut de grosse star. Et là, l'équipe d'OKC, de toute façon, moi, ce que je trouve assez fou, et là où j'ai envie de donner du crédit à Shai, c'est qu'elle est toute proche d'une qualification pour le play-in. Et si elle pouvait y arriver, j'en suis sûr, on a un Gilgeous-Alexander qui fermerait beaucoup de bouches et qui confirmerait le niveau exceptionnel qu'il est en train d'atteindre cette saison. Pour Shai Gilgeous-Alexander, il n'y a pas trop de débat non plus. Vous êtes 76% à le mettre au tier 1 et 24% au tier 2. Donc ouais, moi je l'aurais mis au tier 1 aussi. Compliqué, en vrai compliqué. J'aurais mis entre le tier 1 et le tier 2 pour être honnête. Mais tier 2 ça me semble beaucoup trop sévère vu la saison qu'il est en train de nous pondre dans une équipe qui est vraiment surprise. Maintenant c'est vrai que j'ai l'impression que il y a des mecs qui finiront au tier 1 et qui mériteront un peu plus que lui, mais je préfère l'avoir au tier 1, peut-être dans les plus mauvais du tier 1, et encore ça se discute, plutôt qu'au tier 2 dans les meilleurs que le tier 2, parce que pour moi clairement à la fin il sera bien plus proche des joueurs du tier 1 que du tier 2.
Parlons maintenant d'Anthony Simons, des Blazers, qui définitivement, maintenant qu'il est un titulaire officiel, il continue sur un excellent rythme de la fin de saison dernière en fait, surtout au scoring, parce que c'est surtout un scoreur, Anthony Simons. Là, cette saison, cette campagne, il tourne à 22 points par match, il délivre 4 passes de moyenne, et il tire avec des pourcentages très corrects de 44% au global et de 38% de loin. C'est pas mal, franchement. Après, on le cache pas non plus, comme beaucoup de joueurs qui ont été abordés aujourd'hui, son profil à Simons, c'est plutôt celui du scoreur qui défend pas beaucoup, avec clairement un manque de taille et de longueur un peu pour le poste, pour être vraiment efficace de ce côté-là du terrain. Maintenant, il faut le noter, ce qu'il fait en attaque, aux côtés de Lillard en plus, qui garde pas mal la balle, il le fait bien, et avec efficacité, et sa capacité à créer son tir et à jouer off-ball aussi, tout ça apporte des bonnes choses aux Blazers. Donc maintenant, mis à part la défense, qui représente quand même la moitié, en tout cas l'autre côté du terrain, c'est plutôt positif, c'est même très positif ce qu'il fait Anthony Simons. Voilà, maintenant ce que je peux lui reprocher, c'est peut-être un peu sa saison un peu montagne russe, avec des hauts qui sont très hauts, mais des bas qui peuvent être un peu très bas aussi. On a un mec qui prend plus de la moitié de ses tirs derrière la ligne à 3 points, et forcément l'adresse ça va, ça vient, et les soirs où ça rentre pas, son impact devient bien moindre. C'est un peu le cas et le quotidien des joueurs qui comptent autant sur leur shoot. Heureusement, l'inverse est vrai aussi, et finalement quand il met ses shoots, il est très fort, il a quand même gagné le cœur des fans grâce à sa capacité à prendre des coups de chaud et artiller à tout moment et pouvoir faire des grosses séries de points qui font beaucoup de bien aux Blazers et souvent de manière imprévisible en plus quand on ne l'attend pas et quand ça fait du bien. Ça lui a déjà permis de faire tout plein de prestations à plus de 30 points cette saison, c'est plutôt cool, et Anthony Simons, à mon avis, pour la suite, il doit capitaliser là-dessus. En parallèle, il a fait des matchs à moins de 15, voire certains à moins de 10, comme il en a même plusieurs fois enchaîné cette saison. Eux, peu à peu, ils doivent disparaître. Je dis pas qu'il doit marquer 30 points à tous les matchs, mais je préférerais le voir à 18-20 points à chaque match que des fois en dessous de 10 et des fois au-dessus de 30. Donc pour moi, en plus de la défense, mais la défense j'y crois peu, la recherche de régularité, ça doit rester son principal axe de progression, histoire de pouvoir passer un nouveau step, parce que comme je disais, sa défense j'y crois pas, donc autant qu'il essaye de progresser dans sa régularité, et peut-être que s'il arrive à développer de nouvelles armes offensives que son shoot, il arrivera à avoir un niveau plancher tout le temps, qui dépendra moins de son adresse extérieure. Allez, pour Anthony Simons, vous êtes 50% à le mettre au tier 3, donc c'est là qu'on le met. Vous étiez 27% à le mettre au tier 2 et 23% à le mettre au tier 4. Alors ça commence à faire beaucoup de monde à ce tier 3 qui finalement est pas si hétérogène. On a beaucoup de monde, mais ça va de Jordan Poole à Anthony Simons, en passant par du R.J. Barrett, du Tyrese Maxey, du Bradley Beal, du Klay Thompson. Beaucoup, c'est sûr, le tir du milieu, de toute façon j'ai l'habitude, je sais, c'est forcément quand on sait pas trop, on le met souvent au tir du milieu. Mais bon, c'est volontaire aussi d'avoir ces 5 tirs, et ça marche de toute façon. Je trouve pas si hétérogène que ça, c'est surtout qu'on a beaucoup de profils différents. Et Anthony Simons, à mon avis, il a sa place là-dedans. Il est pas encore assez régulier et pas encore assez impactant pour être aux côtés d'un mec comme CJ McCollum, mais tier 3, ça lui va bien, Anthony Simons. Et ça me va bien aussi qu'on ait tant de joueurs dans ce tir, aucun problème avec ça. Mais allez, on a un gros chantier maintenant, parce que je suis partagé sur ce joueur, et donc je vais parler d'Anthony Edwards, qui, je sais, est un joueur qui divise, et il me divise moi-même, c'est dire, j'en deviens schizophrène. Donc, sur son début de saison, pour être complètement franc, je reconnaissais pas Edwards, je le trouvais limite en surpoids, pas investi, pas motivé, il allait même plus au dunk, ça c'était assez fou, et il proposait surtout, et ça m'énervait, il proposait absolument rien quand il avait pas la balle en main. Comme s'il acceptait pas, en fait, que la balle soit partagée, avec l'arrivée de Gobert, un collectif qui essayait de se chercher, et que lui, pendant ce temps, il voulait tout gérer tout seul, sous menace de faire la tronche quand il avait pas la balle. Bon, j'exagère un peu le trait, je schématise beaucoup, mais si vous vous rappelez de son début de saison, vous avouerez qu'il y avait un peu de ça. Sauf que heureusement, depuis que Towns s'est blessé, et depuis qu'il a retrouvé un petit peu de conditions physiques aussi, c'est important, je trouve que Ant-Man, et ça fait plaisir, il redevient un peu lui-même. C'est un scoreur incroyable, et quand on voit sa panoplie, on se doute pas qu'à seulement 21 ans, il peut aller très loin. Bon, on va pas juger de son potentiel, mais aujourd'hui, déjà, ce qui montre, c'est fort. Il tourne à 24 points, 6 rebonds, 4 passes, et puis ses pourcentages de 46% au global et ses 36% de loin, c'est plutôt encourageant. C'est pas un shooter pur, c'est sûr, mais il peut quand même scorer aux 3 niveaux, à mi-distance, en pénétration, en pull-up, que ce soit sur un 2 points ou un 3 points, et surtout, dans le 1 contre 1 et la création pour lui-même, c'est un vrai monstre. En fait, j'aime beaucoup trop les qualités qu'il possède pour créer son tir. Par contre, le truc, c'est qu'il divise, comme je disais, et quand j'entends les gens le comparer, des fois, il y a à manger et à boire. Des fois, on compare à un Dwayne Wade, des fois, on compare à un J.R. Smith. Et avouez qu'entre J.R. Smith et Dwayne Wade, on a un éventail qui est vraiment très très large. Et ce qui est fou, c'est que même si effectivement Edwards, c'est sûr, il se situe entre ces deux extrêmes, j'arrive un petit peu au moins à comprendre les deux avis.
Son talent est potentiellement celui d'un Wade offensivement, avec tous ses moves et ses qualités, même si je trouve que dans le jeu ils sont pas vraiment comparables, mais clairement il a des qualités au scoring qui semblent tout aussi élites, mais sa prise de décision parfois, sans aller jusqu'à la comparer à celle de J.R. Smith, elle peut un peu poser question, même si je mets plutôt ça sur le dos de son âge. N'empêche que maintenant voilà, les comparaisons on arrête, vous savez j'aime pas ça, donc je dis stop, et je trouve que même si encore, oui, Hens il a tendance à tenter des tirs un petit peu trop difficiles, même s'il fait pas toujours les bons choix, depuis décembre il est plutôt quand même très bon. Il enchaîne les matchs à 25 points, ou plus même que 25 points comme des perles, et il prouve que oui, l'avenir des Wolves passera probablement par lui, sûrement avant même de passer par Karl Anthony Towns. En tout cas, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est dire le statut qu'il a atteint. Après, c'est vrai que sa défense me laisse souvent sur ma faim, avec des chutes de concentration qui sont trop fréquentes, et un sens du placement qui est très compliqué, loin du ballon. Maintenant, j'apprécie quand même, je veux pas non plus dire que tout est catastrophique, j'apprécie que au moins sur quelques flashs, au moins sur quelques courtes séquences, même si j'aimerais qu'elles soient plus fréquentes, en 1 contre 1, sur l'homme, il montre au moins un petit peu d'envie et il se déchire pour utiliser défensivement son physique comme une arme, pour essayer de faire pas mal de style ou poser quelques contres. Donc je le place toujours comme un défenseur en dessous de la moyenne en NBA, mais il y a eu des progrès et ça a été pire pendant ces 2 premières saisons, donc c'est notable de voir qu'il fait l'effort. Donc pour faire le bilan, c'est dur concernant Ant-Man. Aujourd'hui, selon moi, malgré le bilan compliqué des Wolves, on a un Edwards qui mérite complètement d'être dans la sélection pour être All-Star, je pense. Je dis pas qu'il le sera, mais au moins dans la discussion plutôt que dans la sélection, et ça prouve que oui, malgré les critiques qu'il reçoit, en raison de son mauvais départ cette année, il réalise tout de même une grosse saison. Du coup, même si on ne juge pas de ça aujourd'hui, je trouve que plus ça va, plus il prouve que son potentiel est intéressant, et je suis sûr à 100% que d'ici quelques années, les comparaisons avec J.R. Smith, elles disparaîtront complètement, parce que c'est un joueur qui vaut quand même beaucoup mieux que ça. Pour Anthony Edwards, voilà, moi je suis assez d'accord avec vous, encore une fois, on est souvent d'accord aujourd'hui, et franchement ce tableau je le trouve cool globalement. 70% d'entre vous le mettez au tir tout, moi aussi je l'aurais mis là, pour l'instant encore trop raw, encore trop mature, et une prise de décision qui pose trop question pour viser le tier 1, mais trop talentueux pour être plus bas. Vous étiez 26% à le mettre au tier 3, je trouve ça quand même très sévère, 4% au tier 1, je trouve ça trop anticipé. Non, pour moi sa place elle est au tier 2 avec un CJ McCollum, et franchement s'il continue à ce rythme dans les saisons à venir, je pense qu'il pourra clairement viser le tier 1. Pour l'instant ce tier 2 c'est plutôt cool. Encore une situation très compliquée à aborder avec des jeunes Temeré. Lui, il était un peu attendu à Atlanta comme le Messi, comme le mec qui allait transformer la défense de l'équipe sur les lignes arrière, qui jusque-là c'était une immense faiblesse du côté des Hawks, et qui allait permettre à son équipe d'avoir enfin des ambitions très très hautes. Malheureusement, si sa présence a effectivement amélioré la défense, en attaque, son incapacité à jouer avec Trae Young, ou alors l'incapacité de Trae Young de jouer avec des jeunes Temeré, à mon avis ça va les deux sens, vu qu'aucun des 2 joueurs n'est capable d'évoluer sans le ballon, mais ça a clairement fait régresser cette équipe offensivement, secteur dans lequel Atlanta bégaye bien trop souvent cette saison je trouve, et où le jeu semble beaucoup moins bien huilé que ce qu'il n'a été, avec très peu d'automatisme je trouve entre les joueurs sur le terrain. Alors qu'avant on avait une équipe qui était excellente en attaque et qui était très mauvaise en défense, si on schématise désormais elle est mauvaise en attaque et moyenne en défense, et finalement c'est peut-être pire. Après, est-ce qu'on peut reprocher des choses directement à Murray ? C'est dur, après voilà, ses stats sont pas non plus faramineuses, il tourne à plus de 20 points, 5 rebonds et 6 passes, et grosso modo il est complet, il joue son jeu, il shoot à 44% au global, 34% de loin, lui qui est pas un shooter à la base, c'est pas ouf, mais c'est correct quoi, c'est loin d'être catastrophique en tout cas. De plus, défensivement, je le trouve toujours comme il sait faire, intelligent, agressif, et je découvre même un gars, peu à peu, qui prend de l'expérience, qui a les bons mots, qui se comporte aussi en leader, et qui essaye d'avoir un impact sur l'équipe. Ça, j'aime bien, cette place qui est en train de prendre des jeunes Temeré à Atlanta. Le souci, pour moi, c'est juste cette relation sur le terrain avec Trae Young, l'association, offensivement, je pensais que ça fonctionnerait mieux, avec au moins des 2 joueurs qui arriveraient à évoluer off-ball, mais là, c'est pas le cas, et clairement, ça pénalise les Hawks, on va pas se mentir. Maintenant, pour revenir à des jeunes Temeré, j'apprécie qu'il soit plutôt régulier, je trouve que il n'y a pas grand chose à lui reprocher, on aimerait peut-être qu'il ait plus d'impact dans le jeu, c'est sûr, dans la création pour les autres notamment, mais avec un Young qui porte autant la balle, il peut pas non plus le faire, et c'est normal qu'il tourne aussi à moins de passes décisives que ce qu'il le faisait aux Spurs les années précédentes. Alors oui, on pourrait lui reprocher de pas davantage s'imposer, mais la situation est quand même difficile pour un joueur qui vient d'arriver dans l'équipe de Trae Young, tu t'imposes pas comme ça, et ce serait sévère de lui reprocher de pas être le leader obligatoire un peu de cette équipe d'Atlanta. Donc non, même si c'est facile à dire avec le recul, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est pas Murray qui fait une erreur, c'est pas Murray qui joue mal, c'est plutôt Travis Schlenk, le général manager, qui a déconné en lâchant autant pour Murray. Non pas parce qu'il mérite pas une telle contrepartie, moi je pense que Murray c'est vraiment un joueur qui mérite que tu lâches des assets pour le récupérer, le niveau de jeu est là globalement, mais surtout le problème c'est le fit, et il fit pas vraiment avec cette attaque des Hawks, du moins jusque là en tout cas. Et si Schlenk là récemment il a pris du recul et a lâché son rôle de général manager, c'est sûrement lié à ce mauvais choix. Donc associer Young et Murray, même si j'y croyais, je dois le dire, j'y croyais un peu plus au début, mais aujourd'hui ça semble déjà ressembler à un flop, même si c'est trop tôt pour l'affirmer définitivement. Donc espérons que ça se règle, parce que sans ça, moi je pense que quand
bah non seulement le talent de Dejounte Murray sera vite gâché, mais surtout les ambitions d'Atlanta elles seront à mettre à la poubelle, et ce serait quand même dommage vu le talent qui est disponible dans ce roster des Hawks quoi. Pour Dejounte Murray, bah voilà, on est d'accord hein, globalement, 53% d'entre vous le mettez au tier 2, moi aussi je l'aurais mis au tier 2, 33% l'auraient mis au tier 3, ça pour moi c'est trop sévère, parce que il est pénalisé par le contexte je trouve un peu, et globalement il fait le taf, 7% au tier 4 et 7% au tier 5, ça je comprends pas du tout ces votes, il doit y avoir quelques haters de Dejounte Murray. Non pour moi tier 2 ça me semble une évidence un peu pour Dejounte Murray. Un mec qui est qualifié, qui a des qualités, qui sait faire de bonnes choses des deux côtés du terrain, mais qui a du mal à trouver sa place dans cette équipe, qui a du mal aussi à lui donner sa place, il faut le dire. Allez, let's go Donovan Mitchell. Et qu'est-ce que j'ai de bonnes choses à dire globalement le concernant? Bon après, je vais pas en faire trop, parce que ça va faire redite avec le hot react que j'ai sorti le lendemain de ses 71 points, mais quelle saison il fait avec les Cavaliers en vrai. Ça se sent en fait, depuis son transfert en provenance de Utah, on a un mec qui est en train de revivre, et le fait d'être dans une situation qu'il affectionne, avec les clés en main, dans un endroit où il semble heureux en tout cas, où il montre une attitude beaucoup plus encourageante et beaucoup plus souriante que celle qu'il montrait sur la fin de son passage avec le Jazz, mais ça lui permet de tout péter. Donc sans même aborder son match de rêve à 71 points face à Chicago, on l'a déjà assez fait et vous le connaissez tous. Moi je veux quand même parler de sa régularité globalement, même si ça lui arrive de temps en temps à passer à côté d'un match, ça reste quand même rare, et on a un mec depuis le début de la saison qui s'affiche comme l'un des scoreurs clairement qui possède le plus de qualité dans la ligue, avec une panoplie de pull-up qui est phénoménale, une condition physique aussi qui est au top du top, et une capacité à prendre des coups de chaleur, des coups de chaud qu'il envoie sur une autre planète, et le pire c'est que ça arrive très souvent. Le mec depuis le début de la saison, il tourne à 29 points, 4 rebonds et 5 passes, excusez du peu, et quand je vois qu'il shoot à 49% au global et 40% de loin, en prenant des shoots super difficiles, super bien défendus, et en devant se taper les meilleurs défenseurs adverses, j'ai plus qu'à m'incliner concernant son niveau offensif. Alors ok, Spida c'est peut-être pas le meilleur défenseur au monde, on mentirait si on disait ça, mais au moins à Cleveland, il y en a d'autres qui sont là pour le compenser. C'était pas forcément le cas à Utah, même s'il y avait Rudy qui était là au second rideau, mais sur les ailes il n'était pas aidé. Et franchement, sa défense, elle m'embête beaucoup moins que ce qu'elle m'embêtait à Utah l'année dernière, tellement, finalement, à Cleveland, on n'a pas besoin d'autres défenseurs, donc ça me pose pas trop de soucis. Donc maintenant, voilà, quand je vois la grosse saison qu'est en train de réaliser Cleveland collectivement, j'ai qu'à applaudir fortement Mitchell, hein. Je vais le redire comme tout à l'heure, je vais l'applaudir dès demain, parce qu'à une main, c'est pas possible, et sa capacité d'adaptation qui a été hyper rapide à Cleveland, et qui définitivement a permis à ses Cavs de passer un cap et de faire peur aussi à une bonne partie de la ligue, moi je dis félicitations. Clairement là, moi j'ai l'impression que même je suis quasiment sûr qu'il y a peu de monde actuellement qui a envie d'affronter un Donovan Mitchell 2023 en playoff, c'est clair quand on connaît les coups de chaud qu'il peut prendre, et ça montre qu'il est craint, et que en partie grâce à lui, son équipe de Cleveland commence elle aussi à faire flipper. Donc félicitations, bravo à Spida pour avoir été capable de s'intégrer si vite à cet effectif, et de participer autant à cette transformation qui est très hypante de cette team de l'Ohio. Allez, pour Donovan Mitchell, évidemment c'est du tier 1, 88% d'entre vous le mettez au tier 1, et ça s'entend totalement, moi je vois pas comment le mettre ailleurs. Alors bien sûr, on a des gens qui l'aiment pas, vous êtes 8% à le mettre au tier 5, des trolls ou des haters, je sais pas. 4% au tier 3, ça je comprends pas non plus, mais évidemment Donovan Mitchell c'est tier 1, on va pas en faire plus, elle est là sa place. Allez ouf. Le dernier qu'on va aborder aujourd'hui, qui aurait dû être classé parmi les meneurs clairement, tant le jeu des Sixers passe avant tout par lui, voilà James Harden. Mais bon, j'ai dit pas de débat des postes, et même si ce choix, faudra que Basketball Référence me l'explique, je vais pas commencer à discuter. C'est quand même pratique, je l'ai déjà assez dit d'avoir ce référentiel commun, même si je suis pas toujours d'accord avec tout. Mais bref, revenons à nos moutons, et plus particulièrement à James Harden. Vous voyez pas forcément de lien entre la barbe et le mouton, là je commence à aller bien loin, c'est la fin de soirée, je fatigue, et je me dis que même c'est sûr, s'il avait pas manqué un mois de compétition, il serait, et de loin, le meilleur passeur de la ligue devant Tyrese Haliburton, avec plus de 11 caviars délivrés en moyenne par match. Donc ouais, c'est des stars de meneur, mais chut, on va rien dire. Et puis la vérité en plus de ça, c'est que depuis quelques jours, Basketball Référence l'a redécalé en meneur, mais comme Shai Gilgeous-Alexander, à l'époque où j'avais fait le live sur les meneurs, il était arrière. Donc évidemment, j'allais parler de lui aujourd'hui pour qu'on parle de lui à un moment. Et bref, donc peu importe, oui, pour moi c'est un meneur, mais vu qu'il l'était pas à l'époque, il est là aujourd'hui avec les arrières. Donc ouais, de toute façon, clairement, hein, c'est un passeur d'élite, si on définit son jeu, c'est un playmaker de génie, vraiment, qui s'affiche de plus en plus en maestro, mais en plus de ça, et je trouve encore plus depuis son retour de blessure, là où il a manqué un mois, il m'impressionne vraiment par sa justesse. Lui, il tourne à 22 points par match, c'est plutôt propre, hein, mais ça montre que c'est pas juste un playmaker. 22 points par match, il a fait beaucoup mieux dans sa carrière, mais je préfère son jeu aujourd'hui en as du playmaking plutôt qu'en scoreur fou.
Et puis voilà, quand je vois en plus de ça ses pourcentages, en prenant la moitié de ses shoots à 3 points, souvent en pull-up, après des step back compliqués, 44% au global et 38% de loin, ça montre qu'il joue quand même très très juste. Surtout que dernièrement, de plus en plus, c'est lui qui guide les Sixers dans le money time. Là, il y a pas longtemps, c'était face à Utah, je crois, de mémoire. Il a mis genre 16 points de suite dans le 4e quart-temps, il a enchaîné step back sur step back, il était hallucinant là-dessus, et c'est kiffant. Donc au-delà de ça, je trouve que sa relation avec Joel Embiid, elle devient de plus en plus naturelle, et personnellement, moi j'aime beaucoup comment les deux hommes arrivent mutuellement à se tirer vers le haut. De toute façon, on s'en rend vite compte quand on regarde les Sixers. On a Harden qui transforme l'équipe quand il est sur le terrain, qui joue patiemment en plus, qui trouve les joueurs démarqués, qui leur fait des petites passes dans le dos, franchement comme si c'était naturel. Il est à l'aise avec ça, il gère le tempo comme peu le font en NBA, et j'aime beaucoup. Puis après, il faut ajouter qu'au niveau de la condition physique, cette année, il est au top. En tout cas, ça fait longtemps qu'il était pas aussi en forme. Bien sûr, à 33 ans, faut pas s'attendre que ce soit le mec qui soit le plus devant et le mec qui court le plus en transition, n'empêche que des contre-attaques, il en lance un paquet, et il est à l'origine d'un paquet de transitions. Donc ouais, maintenant, bien sûr, il faut parler de sa défense, elle est probablement toujours en dessous de la moyenne, on va pas se mentir, n'empêche qu'elle paraît loin, désormais, l'époque où il était complètement un trou noir de ce côté-là du terrain. Aujourd'hui, il fait au moins le minimum, c'est pas ouf, mais quand tu le cibles, comme les Pacers ont essayé de le faire dernièrement, il va prendre ça à cœur, il va essayer de se donner encore plus. Avant, il montrait pas d'envie, aujourd'hui, elle l'est là, l'envie, et dans ce match face aux Pacers, justement, il avait réussi à poser un contre hyper clutch qui a permis aux Sixers de gagner. Donc bien sûr, c'est pas encore foufou, il est loin d'être le lockdown qu'il était au KC, mais quand même, il arrive au moins à limiter la casse, et je tenais à le mettre en avant, parce que j'entends encore beaucoup de trolls sur la défense d'Harden. C'est mérité, mais peut-être pas à ce point, c'est loin d'être le pire défenseur de la NBA, comme je l'entends parfois. Donc en vrai, moi, j'ai pas grand chose à reprocher à Harden, je suis très content de ce qu'il montre, j'ai l'impression de retrouver ce playmaker de génie qu'il avait été au moment de son arrivée à Brooklyn, quand il avait commencé à transformer son jeu, ou sans scorer des tonnes avant de se blesser à la cuisse à l'époque, c'était un candidat pour le MVP. Donc là, bien sûr, le trophée de MVP, il est pas forcément en course, il peut directement l'oublier, n'empêche qu'à 33 ans, dans sa connaissance et sa gestion du jeu et des espaces, ou même dans sa capacité à jouer off-ball aussi, on n'en parle pas, mais ça je trouve que c'est de mieux en mieux cette saison, alors qu'il le faisait pas du tout avant, mais moi je trouve que le barbu apporte une vraie plus-value à cette équipe de Philadelphie, et je tenais à le mettre en avant et à le dire sans hésiter. Et let's go. Et voilà, pour finir pour James Harden, on est d'accord, et ça va faire notre quatrième joueur au tier 1. Alors bien sûr, il y a des disparités, il y a que des profils différents. Comme je disais, pour moi ça fait bizarre un peu de le mettre parmi les arrières, il avait plus sa place parmi les meneurs, peut-être que Shai Gilgeous-Alexander aussi d'ailleurs. Pour moi, dans les deux vrais arrières qui méritent le tier 1, c'est Booker et Mitchell. Mais si Harden et Gilgeous-Alexander sont considérés comme des arrières eux aussi, comme c'était le cas, comme le faisait Basketball Référence ces dernières semaines, bien sûr, ils méritent tous les deux le tier 1, et on n'en parle peut-être pas assez, mais on a un barbu qui est en train de nous faire une très très grosse saison du côté de Philadelphie, et qui, malgré des difficultés et l'irrégularité de l'équipe, arrive quand même à les maintenir à flot, et pour ça, gros GG à lui. Épilogue. Si on fait le bilan, comme je disais, on a 4 joueurs au tier 1. Franchement, je suis assez fier de vous. Je l'ai déjà dit, je suis pas votre mère, j'aime pas dire que je suis fier de vous, mais je suis très content de ce tableau, parce que même si j'avais des doutes au départ, en mettant Jordan Poole au tier 3, je m'étais dit peut-être qu'il mérite d'être un peu plus bas, et si on le classe mal, tout va être déséquilibré. Mais non, en fait, quand je vois ce tableau, il a décemment sa place au tier 3, Jordan Poole, et je m'attendais peut-être pas à une construction comme ça, et finalement, cette construction, je la trouve bien mieux que celle que j'avais imaginée dans mon esprit. Et là, franchement, à partir de cette construction, je suis d'accord, mais quasiment à 100%. Donc on va récapituler. Tier 1, Devin Booker, Shai Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell, James Harden. Oui, pour moi, c'est les 4 meilleurs. En tout cas, 4 meilleurs arrières, ça me fait bizarre, mais les 4 meilleurs qu'on a abordés aujourd'hui. Juste en dessous viennent CJ McCollum, Anthony Edwards et Dejounte Murray. 3 mecs de grand talent, mais à qui il manque tous un petit quelque chose, que ce soit collectif ou individuellement pour atteindre les meilleurs du tier 1. Donc moi, ça me va. Tier 3, on a beaucoup de joueurs dans des profils différents, soit des gros scoreurs comme Jordan Poole, comme Tyrese Maxey, comme Tyler Hero, comme Zach LaVine, comme Bradley Beal, le problème, c'est soit qu'ils soient un peu décevants, comme Bradley Beal et Zach LaVine. Ils pourraient mériter plus haut, mais les deux sont décevants. Et non, franchement, c'est cool. Donc si je récapitule, on a Jordan Poole, Desmond Bane, Klay Thompson, Jordan Clarkson, Bradley Beal, Tyrese Maxey, R.J. Barrett, Tyler Hero, Zach LaVine et Anthony Simons. Si il y a quelques années, on m'avait dit que je mettrais Klay Thompson, Bradley Beal et Zach LaVine au même tir que des mecs comme Desmond Bane, Jordan Poole qui était en G-League ou Anthony Simons qui jouait pas, j'aurais halluciné. Et pourtant aujourd'hui ça me semble pas si déconnant que ça. Donc même s'il y a beaucoup de profils différents dans ce tier 3, entre des joueurs surprises et des joueurs qui sont décevants, je l'aime bien ce tir du milieu et je le trouve assez intéressant.
Au tir fort juste en dessous, on a souvent des joueurs qui jouent que d'un côté du terrain ou des role players. Donc dans les joueurs qui jouent que d'un côté du terrain, on a Lugensdort qui est un gros défenseur, Dylan Brooks qui est un gros défenseur aussi, qui lui par contre joue aussi en attaque, mais sa sélection de shoot pose question, Josh Giddey qui lui n'est que un joueur offensif, Kentavious Caldwell-Pope, on l'a dit tout à l'heure, en role player. Du coup, on a Buddy Hield, pardon, j'avais pas reconnu du premier coup d'œil, Buddy Hield qui pareil défend pas, mais il fait partie des gros shooters. Gary Trent Jr, lui c'est un two-way player, mais un petit peu d'irrégularité et surtout un rôle dont on n'a pas besoin à Toronto, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Jalen Green qui est bourré de talent, qui est super explosif avec des qualités athlétiques de ouf, mais qui est beaucoup trop utilisé en ISO malheureusement. Je dis pas que tout est de sa faute, mais pour l'instant c'est dur de le mettre au-dessus. Et un role player encore avec Josh Hart qui met sa dizaine de points par match, qui dépanne partout, mais qui est pas assez talentueux offensivement pour viser plus haut. Et enfin au tier 5, comme je disais, c'est pas du tout une plaie d'être au tier 5 parce qu'on a quand même des bons joueurs. Du coup on a Caris LeVert qui malheureusement est pas vraiment à sa place à Cleveland et qui je trouve plafonne. Bogdanovic qui fait son taf mais qui reste trop irrégulier dans une équipe qui est en difficulté comme Atlanta. Devin Vassell qui avant de se blesser faisait des grosses stats mais dans une équipe de fond de tableau donc on sait pas trop comment mettre ça en valeur. Et Kevin Huerter qui pareil fait une belle saison et qui a une part de responsabilité, une belle part de responsabilité dans les résultats des Kings mais qui est sûrement trop unidimensionnel pour viser plus haut. Non franchement bravo, ce tableau je le trouve archi cohérent et merci à vous pour ce live de qualité. Voilà pour ce qui est des arrières de cette saison en NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout avec ce classement de la commu? Quelle est selon vous la plus grosse erreur? Qui auriez-vous beaucoup monté? Ou alors à l'inverse, qui auriez-vous beaucoup descendu? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là, c'est super important pour le watch time, le référencement et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Franchement, vous êtes le sang de la veine, n'arrêtez jamais, je vous en supplie. Et si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, n'hésitez plus, toutes les infos encore une fois seront dans la description. A très vite.